Chapitre 13. Coordination. Je ne veux pas ou n'espère pas, j'entends. Le labyrinthe de l'insécurité. Personne ni rien ne peut vous empêcher d'atteindre votre objectif une fois que vous avez emprunté le bon chemin, sauf vous-même. En d'autres termes, seul le manque de foi et de confiance peut entraver votre progression. Le manque de confiance en soi et le manque de foi sont fondamentalement la même chose. Tous deux sapent l'efficacité de l'intention intérieure et rendent pratiquement impossible l'intention extérieure. Rien de ce que vous faites lorsque vous manquez de confiance en soi ne sera bien fait. Plus vous êtes stressé par le besoin de bien faire quelque chose, plus le résultat sera mauvais. Le manque de confiance en soi, associé à une tendance à exagérer la complexité des défis, conduit à un état de tension extrême ou à un sentiment d'être totalement submergé. Le sentiment extrême d'être submergé est causé par la tension initiale qui se resserre sur elle-même. L'importance extérieure que vous associez à votre objectif rend le désir de l'atteindre insupportable ou fatigant, tandis que l'importance intérieure vous fait douter de votre propre capacité. Tout cela conduit à des sentiments d'insécurité. L'insécurité resserre l'emprise de l'intention intérieure aussi fort qu'elle le peut dans ses efforts pour atteindre l'objectif, même sans tenir compte de l'impact des forces équilibrées. L'effet de cette emprise intense est toujours l'opposé direct de l'intention initiale. L'effort nécessaire pour maintenir plusieurs potentiels excédentaires à la fois absorbe toute votre énergie personnelle. Vous pouvez voir combien de potentiels sont impliqués, importance intérieure et extérieure, frustration, et l'effort nécessaire pour vous contrôler et maîtriser la situation. Il n'y a tout simplement pas assez d'énergie libre pour tout gérer. Il n'est pas étonnant que les gens finissent par se sentir inhibés et tendus, ce qui les rend maladroits et embarrassants, et à leur tour, les incite à resserrer encore davantage l'emprise du contrôle. C'est pourquoi les gens finissent par se sentir submergés, incapables de bouger ou de dire quelque chose de compréhensible. Lorsqu'une personne est dans cet état, il peut sembler que son intention soit prise dans un étau, mais en réalité, une fois les choses à ce stade, l'intention est totalement absente. Toute l'énergie qui alimenterait l'intention est utilisée pour maintenir des potentiels excédentaires. L'insécurité sous forme d'anxiété et de panique est une nourriture pure pour les pendules. La panique génère des pronostics qui commencent par « et si ». Lorsqu'une personne se sent peu sûre d'elle, le pronostic est généralement pessimiste. Dans ce cas, l'énergie est canalisée dans la répétition de scénarios négatifs dans votre esprit et dans l'inquiétude à leur sujet. Cela utilise également l'énergie de l'intention. Le fait que l'énergie soit utilisée n'est pas aussi grave que ce pourquoi elle est utilisée. Le stress, la panique et la peur sont tous de puissants générateurs de nos pires attentes, qui, comme vous le savez, se réalisent. Les sentiments de culpabilité sont une autre source riche d'insécurité, qui fleurit en un bouquet d'inadéquation, d'infériorité, de gaucherie et de nullité. Quelle question peut-il y avoir de confiance en soi avec cet ensemble de sentiments? La culpabilité est tout. Ce qui y est lié cause le rétrécissement des méridiens, en même temps que l'énergie de l'intention est seulement suffisante pour motiver des actions faibles, indécises et médiocres. Si vous avez tendance à vous complaire dans des sentiments de culpabilité, il y aura toujours des manipulateurs autour de vous, comme des papillons de nuit autour d'une ampoule. Sentant votre faiblesse, ils s'affirment à vos dépens, dévorant joyeusement votre énergie non protégée. Ils jouent constamment sur votre sentiment de culpabilité, pendant que vous expliquez et justifiez sans fin votre comportement, approfondissant ainsi votre insécurité. L'insécurité crée un cercle vicieux. Plus l'importance et le désir sont forts, plus l'insécurité est profonde, plus l'emprise du contrôle sur vous-même personnellement et sur la situation est serrée, plus votre tension est intense, plus vous ressentez de panique et d'anxiété, plus vous êtes susceptible de vous justifier. La culpabilité finit par transformer la vie en une existence misérable de perdants. Dans une tentative de trouver une issue au labyrinthe, les gens essaient désespérément d'acquérir de la confiance. Une façon dont ils le font est de lancer une attaque directe sur le monde. En manœuvre préventive, ils tentent de démontrer leur force et de cacher leur manque de confiance. Les gens essaient d'ériger un mur de confiance en impactant le monde avec leur vigueur décisive frontale. Ce genre d'approche demande beaucoup d'énergie, mais le mur de confiance continuera de s'effondrer. L'énergie derrière l'impact vigoureux
est dépensée pour créer des potentiels excédentaires et résister à l'écoulement des alternatives. Dans tous les cas, l'approche mène inévitablement à l'échec et la bataille pour construire un mur de confiance recommence. Une autre façon d'essayer d'acquérir de la confiance est de ne pas se soucier de construire une base pour la confiance, mais simplement de tout risquer. Ce genre de confiance en soi est la même manière timide retournée à l'intérieur. C'est une façon de créer l'impression de quelque chose qui n'est pas vraiment là. Si la confiance n'est basée sur rien, elle génère un excès de potentiel. Mais l'excès de potentiel n'est pas le seul problème. Vous finissez généralement par nuire aux intérêts de quelqu'un d'autre lorsque vous agissez de manière présomptueuse ou trop confiante. Un homme se tenant au milieu d'un désert en criant « Le monde m'appartient » peut crier autant qu'il le souhaite, tant qu'il ne dérange personne d'autre. Les forces équilibrées le laisseront tranquille. Cependant, lorsque l'assurance sans fondement commence à se comparer aux capacités des autres, des relations de dépendance sont créées. La confiance basée sur la comparaison avec les autres est un excès de potentiel pur, surtout si la confiance de quelqu'un repose sur une attitude méprisante ou dédaigneuse envers les autres. La fausse confiance sera tôt ou tard punie d'une tape sur l'oreille, ou si vous permettez l'expression, d'un coup de pied aux fesses. Il existe également une sorte de confiance extatique que ressent une personne timide lorsqu'elle éprouve soudain une lueur de confiance en soi. C'est aussi un faux genre de confiance, car elle repose sur un pic émotionnel temporaire qui passe rapidement. Alors comment acquérir une véritable confiance en soi? Combattre les sentiments d'insécurité est futile, et l'insécurité ne peut pas non plus être cachée derrière un écran de faux courage. Vous ne pouvez pas cacher l'insécurité de toute façon, et l'énergie dépensée pour essayer de la créer se retournera contre vous. Forcer la confiance est également inutile. Tout effort visant à susciter artificiellement du courage et de la détermination, lorsque ceux-ci ne sont pas déjà présents, sera également gaspillé. Se forcer à rester calme alors que vous êtes en train de vous effondrer est totalement impossible. Comme nous l'avons dit précédemment, l'énergie de l'intention ne peut pas être saisie ou serrée. Elle finit simplement par être dépensée pour maintenir l'emprise du contrôle, ne laissant rien derrière pour motiver l'action. Il est ridicule d'essayer de développer de la confiance de quelque manière que ce soit. Vous pourriez penser que la confiance se développe en prenant des mesures décisives, mais en réalité, lorsque quelqu'un cesse de lutter et commence à agir, l'énergie de l'intention relâche son emprise et passe des potentiels excédentaires à la mise en œuvre de l'action. En fin de compte, les mains font ce que les yeux craignent et tout se passe bien. La confiance ne se développe pas par l'action, c'est l'énergie de l'intention libérée. Vous ne pouvez pas développer la confiance. La confiance est comme l'énergie, elle est présente ou absente. La confiance, comme la croyance en soi, ne peut pas être acquise par le biais de l'autosuggestion. Vous pouvez répéter des affirmations sur votre confiance en vous jusqu'à ce que vous soyez bleu, mais cela restera un exercice naïf et vain. C'est comme lutter contre les symptômes d'une maladie sans en guérir la cause. Quoi que vous essayiez de faire avec votre insécurité, elle ne va nulle part. Partout où vous cherchez la confiance, vous ne la trouverez pas, et vous ne pourrez pas maintenir la transmission de pensées correspondantes nécessaires pour être sur une constante onde de confiance. Vous pourriez vous dire le matin, « C'est ça, je suis confiant. Rien ne peut ébranler ma confiance en moi. Je suis solide comme un roc. » Essayez, et vous verrez ce qui se passe ensuite. Pendant un moment, vous vous sentirez vraiment plus confiant, ce qui vous rendra extrêmement heureux et encore plus confiant. Mais très bientôt, un pendule organisera une provocation désagréable et vous ne remarquerez même pas comment vous retomberez de nouveau de l'onde de confiance. Une fois de plus, vous serez irrité et déprimé. Un problème surgira de nulle part. Quelque chose vous abattra. Et vous aurez des raisons de craindre et de détester le monde comme avant. Vous pensiez avoir entrevu une lumière au bout du tunnel, mais vous êtes arrivé à une impasse. Alors comment pouvez-vous vous libérer du labyrinthe complexe? En réalité, vous ne pouvez pas, car il n'y a pas de sortie. Le secret du labyrinthe est que ces murs s'effondreront lorsque vous abandonnerez la recherche de la sortie et abandonnerez l'importance. Les raisons de l'insécurité peuvent être séparées en deux groupes. Le premier groupe comprend les causes internes, telles que la préoccupation obsessionnelle par ses propres qualités personnelles, qui donne lieu à des sentiments de mécontentement envers soi-même en raison de ses défauts
et du manque de certaines forces, des sentiments d'infériorité par rapport aux autres, de timidité, de peur de l'échec, de paraître stupide, etc. Le deuxième groupe comprend les facteurs externes liés à la surestimation irréaliste des facteurs externes, ceux qui entraînent l'apparition de peurs infondées par rapport à l'écart entre les maigres qualités internes et les hautes exigences du monde extérieur, se sentant très petit dans une grande ville, et enfin la peur de la réalité. Le paradoxe réside dans le fait que pour acquérir de la confiance en soi, vous devez renoncer à vouloir l'acquérir. Les murs du labyrinthe sont faits d'importance. Vous vous promenez dans le labyrinthe en essayant de vous débarrasser de votre insécurité et d'acquérir de la confiance en soi. La confiance est une chasse au canard sauvage, une autre invention du pendule, un mirage trompeur, un piège pour l'importance. La confiance est un jeu de pendule dans lequel il gagne toujours. Là où il y a croyance, il y a toujours place au doute. De même, là où il y a confiance, il y a toujours place à l'hésitation et à l'indécision. La confiance est une sorte de croyance en le succès. Un ajustement négatif peut être fait à n'importe quel scénario, et un petit ajustement suffit amplement pour faire tomber les murs de la confiance. L'idée de la confiance est construite sur des potentiels excédentaires et des relations de dépendance. Toute variation sur le thème de la confiance prend grosso modo le format suivant. Je suis déterminé, je suis résolu et inébranlable, je suis meilleur que tout le monde, rien ne peut m'arrêter, je surmonte tous les obstacles, je suis plus fort et plus courageux que les autres, et cela continue dans le même sens. La confiance n'est rien de plus qu'un excès temporaire de potentiel, peu importe l'emballage dans lequel vous l'enveloppez, elle reste rien de plus qu'un excès de potentiel. Même l'autocontrôle n'est rien de plus qu'une concentration temporaire de tension, car la confiance est tout simplement la valeur opposée de l'insécurité. Les deux potentiels demandent une sortie d'énergie, et le premier sera individuellement détruit par des forces équilibrées. Par conséquent, la poursuite de la confiance est aussi vaine que la poursuite d'un bonheur illusoire qui flotte quelque part dans le futur. Ainsi, nous venons de réussir à briser une autre fausse croyance. Mais comment pourrons-nous nous en sortir sans confiance ? Transurfing offre une alternative, la coordination. Qu'est-ce que la coordination représente ? Vous le découvrirez très bientôt dans la prochaine section sur l'importance de la coordination. Pourquoi avons-nous besoin de confiance pour conquérir audacieusement notre place au soleil ? Les pendules ont imposé un postulat sacré, il n'y a pas de repas gratuit. Si vous voulez réaliser quelque chose, vous devez vous battre pour l'obtenir, insister, exiger, dépasser vos rivaux et vous frayer un chemin vers l'avant. Mais pour agir avec audace et décision, vous devez avoir confiance. Comme vous le savez, le chemin de la bataille et de la rivalité n'est pas le seul moyen. Si vous rejetez le scénario du pendule, vous pouvez tranquillement prendre ce qui vous revient sans avoir à exercer de pression, sans avoir à vous battre, mais simplement en trouvant la volonté d'avoir la liberté de choix, ce qui représente une menace pernicieuse pour les pendules. Si tout le monde revendiquait ce qui lui revient de droit sans avoir à se battre pour cela, sans avoir à dépenser d'énergie à créer des obstacles et à les surmonter, alors les pendules n'auraient plus rien. Même s'il est extrêmement difficile d'imaginer le monde sans pendules, les stéréotypes et croyances erronées qu'ils créent ne sont pas aussi solides que les lois de la physique. Par exemple, la conscience et l'intention vous permettent d'ignorer le jeu du pendule et de revendiquer ce qui vous revient sans avoir à vous battre pour cela. Lorsqu'il y a liberté sans lutte, il n'y a pas besoin de confiance. La confiance n'a qu'une seule origine, l'importance. La confiance représente le même potentiel que l'insécurité. Elle est tout simplement la polarité opposée de la même qualité. Et les deux polarités sont enracinées dans la dépendance aux facteurs et circonstances externes. La métaphore suivante décrit la nature de cette dépendance. Le pendule guide une personne le long d'un chemin comme une marionnette sur une corde. La personne ne croit pas qu'elle peut choisir son propre chemin ou même marcher indépendamment. Si les cordes sont maintenues égales, la personne marche avec confiance, comme un enfant tenant la main de sa mère. Mais dès que les cordes se relâchent ou commencent à s'agiter, la personne se sent incertaine et essaie de resserrer les cordes. Ce n'est pas que le pendule retient la personne fermement, c'est que la personne ne veut pas lâcher les cordes de l'importance. Elle a peur de les lâcher parce qu'elle est sous le pouvoir de la dépendance, qui crée l'illusion de soutien et de confiance en fin de compte.
L'enfant lâchera la main de sa mère et marchera seul, et la mère encouragera l'enfant à le faire. Les pendules, en revanche, essaieront de convaincre la personne qu'elle ne pourra pas choisir son propre chemin par elle-même ou marcher sans le soutien des cordes. Si la personne devait se débarrasser de l'illusion et lâcher les cordes de l'importance, elle découvrirait qu'elle pourrait marcher librement où elle le souhaitait et simplement choisir son but sans avoir à se battre pour cela. Une fois qu'une personne a sa liberté, elle n'a plus besoin de confiance et de l'illusion de soutien qu'elle crée. Tout ce dont elle a vraiment besoin, c'est de coordination pour l'empêcher de tomber. Bien sûr, elle s'est habituée à la stabilité et au soutien qu'elle recevait quand elle était sous le pouvoir du pendule et qu'elle tenait les cordes de l'importance. Cependant, lorsqu'elle donnait son énergie au pendule, elle perturbait constamment l'équilibre et se retrouvait à pendre désespérément au bout de ses cordes de pseudo-sécurité. Si une personne pouvait lâcher les cordes, tout ce qu'elle aurait à faire pour maintenir son équilibre serait d'éviter de créer de l'importance et un excès de potentiel. La confiance en tant que soutien ne serait plus nécessaire, car lorsqu'il n'y a pas d'importance, il n'y a rien à protéger ou à conquérir. Il n'y a rien à craindre ou à être anxieux à propos. Tant que je n'attribue pas un sens excessif à quoi que ce soit, la couche de mon monde ne sera pas déformée par des excès de potentiel. Au lieu de cela, j'abandonne la lutte et me laisse aller avec le courant. Je suis vide et donc rien ne peut m'accrocher. Bien sûr, cela ne signifie pas que je suis suspendu dans le vide. Enfin, si je le veux, la liberté de choix m'appartient. Il n'y a plus besoin de lutter. Je marche simplement calmement sur mon chemin et je prends ce qui m'appartient. Contrairement à une confiance vacillante, c'est un nouvel état de coordination consciente et composée. D'où vient le sentiment de paix? Le sentiment de calme intérieur vient du fait de ne pas créer d'importance intérieure et donc de n'avoir rien à prouver. Lorsque vous portez la croyance que vous êtes une personne importante, le désir surgit de le prouver aux autres et un excès de potentiel est créé. Ensuite, les forces équilibrées feront tout leur possible pour démystifier le mythe de votre importance en créant à plusieurs reprises des conditions conçues pour mettre votre confiance à l'épreuve. Le moindre sentiment d'infériorité incite une personne à lutter pour élever et affirmer sa valeur personnelle. Laissez tomber le besoin de prouver quoi que ce soit à vous-même ou aux autres et acceptez simplement ce que vous avez besoin de prouver comme une vérité fondamentale. Vous pouvez passer toute votre vie à combattre pour prouver votre valeur, et pourtant, au moment où vous abandonnez la lutte, vous l'acquérez. Un sentiment d'insécurité est intrinsèquement le même que celui d'une faible estime de soi. Alors comment pouvez-vous améliorer votre estime de soi? Vous pensez probablement que je vais maintenant essayer de vous faire croire que vous êtes bien meilleur que vous ne le pensez. C'est ce que font beaucoup de psychologues sans y penser à deux fois. Il est vrai que l'opinion que les autres ont de nous est directement proportionnelle à notre propre opinion de nous-mêmes, tant qu'elle ne frôle pas l'arrogance. Le moment où vous reconnaissez votre vraie valeur, sans aucune auto-tromperie, les autres seront d'accord avec vous. Le seul problème est qu'il n'est pas facile de se convaincre de sa propre vraie valeur. Essayez-le, si vous souffrez d'une faible estime de soi. Vous ne réussirez pas à vous persuader du contraire, aussi fort que vous essayez. Et convainquez-vous de votre vraie valeur. Vous ne pourrez jamais vraiment croire que vous êtes spécial. Des pensées telles que « alors, où sont-elles » ? Ces qualités spéciales des miennes. Je peux voir les lacunes, elles sont évidentes. Vont surgir. Donc, je ne vais pas vous exhorter à croire en vos qualités spéciales et à augmenter votre estime de soi, car je sais que cela vous rendrait soit suffisant et trop confiant, soit vous plongerait plus profondément dans le désespoir. Mon conseil serait d'abandonner complètement la lutte pour la valeur. Ne cherchez pas à croire ou à vous convaincre de votre propre valeur. Contentez-vous de lâcher prise et observez ce qui se passe. Les gens autour de vous commenceront à vous traiter avec plus de respect, comme s'ils vous appréciaient davantage. Dès que vous prendrez conscience de leur attitude, le besoin de vous convaincre ou d'essayer de croire en quelque chose disparaîtra et vous le saurez simplement. C'est un paradoxe, mais ça marche à chaque fois. La bataille pour l'estime de soi draine votre énergie libre et la canalise dans la bataille avec les alternatives du flux et la création d'excès de potentiel, ceux qui suscitent le vent des forces équilibrées. Ensemble, toutes ces circonstances créent un nœud de problèmes emmêlés.
chargé de toutes sortes de conséquences négatives. Vous ne pouvez pas démêler le nœud, il suffit simplement d'abandonner la lutte pour l'estime de soi et vous serez surpris et ravi du résultat. Votre sentiment de valeur personnelle grandira sous vos yeux et votre estime de soi sera renforcée et à son tour, les gens autour de vous affirmeront votre nouveau sentiment de soi. Il est aussi vain de tenter de nier ou d'éliminer les sentiments de culpabilité que de chercher à augmenter artificiellement son estime de soi. Si vous avez une disposition à ressentir de la culpabilité, vous ne pourrez jamais étouffer ou chasser les sentiments de culpabilité que vous éprouvez. Alors que pouvez-vous faire? La même chose qu'avec une faible estime de soi. Cessez de vous justifier auprès des autres. Justifiez-vous uniquement lorsque cela est absolument nécessaire pour expliquer vos actions. Souvenez-vous, personne n'a le droit de vous juger pour ce que vous avez fait tant que vous n'avez pas blessé quelqu'un d'autre. Ne vous blâmez pas publiquement et ne justifiez pas vos actions. Laissez les manipulateurs tomber dans le vide. Résistez à la tentation de refermer la porte derrière vous. Quittez silencieusement la salle d'audience où les gens se réunissent pour profiter des sentiments de culpabilité des autres. Ne leur donnez rien. Si vous avez un complexe de culpabilité assez profond, alors au début, il ne vous fera pas de mal de mettre un couvercle sur votre conscience pendant un moment. Ne demandez pas aux autres de juger votre valeur personnelle. Ce n'est qu'en adoptant cette attitude, et non par le biais d'une lutte intérieure, que vous vous débarrasserez de votre conscience de culpabilité. Vous verrez comment la culpabilité disparaîtra simplement dans l'air. En abandonnant la lutte pour l'estime de soi et en renonçant à vous justifier, vous aurez réglé une bonne partie de votre importance intérieure, car les sentiments de culpabilité et de faible estime de soi sont les manifestations prédominantes de l'importance intérieure. Tous les autres types d'excès de potentiel découlent de ces deux-là. Vous n'aurez plus besoin de protection, car il n'y aura plus rien à protéger, ni besoin de bondir sur les autres pour prévenir leur attaque. Il y a un dicton qui dit « Ne fais pas peur à quelqu'un et tu n'auras rien à craindre ». Si vous réduisez l'importance des facteurs externes, ils cesseront de régner sur vous avec leur prééminence. Les deux types les plus oppressants d'importance extérieure sont la peur de l'inconnu et le sentiment d'être submergé par les défis. Les deux génèrent le potentiel sombre de la panique et du stress. Tout le monde est toujours préoccupé par quelque chose. Les personnes qui sont incertaines préfèrent s'incliner sous le poids de leurs problèmes, traînant d'une manière ou d'une autre leur fardeau avec elles. Les personnalités fortes s'efforcent de surmonter leurs difficultés avec force et décision. Elles prennent la forteresse d'assaut, pénétrant ces murs avec l'excès potentiel d'une confiance manifeste. L'insécurité, comme la confiance, nécessite de l'énergie. Dans le cas de l'insécurité, l'énergie se concentre principalement dans la panique et l'anxiété, tandis que dans le cas de la confiance, l'énergie est dirigée vers la surmonte des obstacles. Ce sont des méthodes assez élaborées d'interaction avec le monde extérieur. En réalité, tout est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Dès que vous pouvez réduire consciemment l'importance extérieure et abandonner le combat contre le flux des alternatives, les obstacles que vous percevez seront dégagés de votre chemin. Pensez-vous vraiment avoir besoin de confiance? Non. Tout. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est d'une bonne coordination pour vous déplacer avec le flux et contrôler consciemment non pas le script, mais vos niveaux d'importance. L'énergie qui était précédemment canalisée dans le maintien de toutes sortes d'excès potentiels est désormais consacrée à soutenir l'équilibre et à aider légèrement le flux avec l'or de l'intention purifiée. Bien sûr, vous ne pouvez jamais cesser totalement d'attribuer un sens aux choses dans la vie, aussi dur que vous puissiez essayer. Alors ne cherchez pas à nier l'importance, libérez simplement la prise et transformez l'énergie de l'anxiété en énergie d'action. Commencez le processus d'action de toutes les manières possibles, sans insistance ni pression. L'énergie de l'excès potentiel se dispersera par l'action, libérant l'énergie de l'intention, et avec cela, les problèmes complexes seront transformés en problèmes mineurs. En ce qui concerne la peur de l'inconnu, ni la foi aveugle, ni l'autosuggestion, ni la fausse confiance ne vous aideront à y faire face efficacement. Vous vous souviendrez peut-être que je conseille de ne pas penser aux moyens d'atteindre votre objectif. Vous ne vous forcerez jamais à croire en la possibilité d'un objectif lointain ou d'un succès total à 100%. Abandonnez donc les tentatives futiles de le faire, car votre foi ne mènera à rien,
et les rares accès de confiance disparaîtront rapidement. Vous n'avez pas besoin de confiance ou de foi, vous avez besoin de coordination. La coordination signifie prendre plaisir à penser à l'objectif comme s'il était déjà atteint, lâcher prise sur le contrôle du script et suivre le flux des alternatives, en l'aidant avec l'or d'une intention pure. C'est totalement différent de la foi aveugle dans le succès, où il y a toujours place au doute. C'est le potentiel forcé de l'importance qui aveugle. Lorsque vous suivez le flux et avez conscience de tout, tout se met en place sans effort excessif. Lorsque vous agissez en accord avec la coordination, ce que vous vouliez croire auparavant, mais ne pouviez pas parce que cela vous effrayait avec l'inconnu, apparaîtra bientôt comme un courant au détour du chemin. Les doutes disparaissent lorsque l'esprit est confronté à des faits. Alors la foi se transforme en connaissance et la peur de l'inconnu se transforme en satisfaction du sentiment de votre propre force. Le plus important est de réduire l'importance et de lâcher prise sur le contrôle du script. Il est également important de se rappeler que vous décidez du niveau de complexité qu'un défi représente et que l'ajustement du script jouera en votre faveur si vous le permettez. Enfin, la coordination absolue est atteinte grâce à l'harmonie entre le cœur et l'esprit. Si, au niveau conscient, vous êtes certain de ce que vous voulez, mais qu'un ver de doute ou un éclair de dépression siège dans votre subconscient, la coordination restera une qualité insaisissable. L'harmonie du cœur et de l'esprit est réalisée. En écoutant les murmures du cœur et en vivant fidèle à votre propre credo, beaucoup a déjà été dit sur comment et pourquoi écouter la voix du cœur. Tout. Ce que j'ajouterai ici, c'est que vivre selon votre propre credo signifie vous aimer, vous accepter tel que vous êtes, ne pas souffrir de remords ou de culpabilité, et agir fermement selon les dictées du cœur et de l'esprit. Les efforts pour vivre selon votre credo personnel s'effondrent lorsque l'estime de soi souffre et que des conflits surgissent entre le cœur et l'esprit. C'est, comme vous le savez, une merveilleuse chose de pouvoir vivre selon vos vraies valeurs et croyances. C'est encore plus merveilleux de savoir que vous n'avez pas à créer votre credo, à le modifier ou à lutter contre lui, bien que beaucoup de gens le fassent, en chipotant à leur propre credo comme s'il s'agissait littéralement d'une statue en marbre. Retoucher votre credo ne vous apportera rien d'autre que des recherches d'âme stériles, un tourment spirituel et des doutes sur vous-même. Votre credo personnel ne peut pas être façonné ou créé à la suite d'un combat ou d'un autre effort volontaire. Vous avez déjà un credo, c'est juste comme ça, comme le cœur. Il se retrouve enfermé dans la boîte de l'importance dès que vous abandonnez l'importance intérieure et extérieure. Vous sentirez immédiatement que votre credo a été libéré. Lorsque l'importance est à zéro, vous n'avez rien à protéger ou à conquérir. Vous vivez simplement en accord avec lui et prenez calmement ce qui vous revient en abandonnant la lutte pour l'estime de soi, en n'invitant pas les autres à juger votre valeur et en réduisant votre importance extérieure. Vous acquérez enfin ce qui est normalement considéré comme une vraie confiance. Ce type de confiance n'est pas la frêle confiance basée sur un excès de potentiel, mais une force intérieure calme. La vraie confiance calme ne se rapporte à rien d'externe, et donc, elle ne nécessite ni confirmation ni preuve. Sans doute avez-vous vu des personnages dans des films dont la confiance est incontestable. La vraie confiance en soi calme ne peut venir que de l'autosuffisance intérieure et de l'intégrité de la totalité. Vous ne vous comparez à personne, vous êtes simplement dans un état d'équilibre total. Ce genre d'équilibre est atteint lorsque le cœur et l'esprit sont unis, lorsque vous ne perturbez pas l'équilibre en vous-même ni dans le monde autour de vous, lorsque vous vivez en harmonie avec le monde extérieur, vous-même et votre credo. C'est l'idéal vers lequel nous devrions tendre pour avoir une confiance totale. La coordination accomplie par d'autres moyens ne peut être que de la confiance artificielle. La coordination vous accorde la liberté vis-à-vis des pendules, vous permettant de vous déplacer indépendamment dans n'importe quelle direction que vous souhaitez, de revendiquer ce que vous désirez. Si, pour l'instant, vous devez remplir des obligations fastidieuses, détachez-vous et imaginez-vous être filmé pour un film. Accrochez-vous, car vous devrez jouer votre rôle jusqu'au bout, au moins jusqu'à la fin de la série en cours, jusqu'à ce que vous franchissiez la bonne porte. Pratiquez la visualisation de votre cible, sans penser aux moyens, et attendez que l'intention extérieure vous ouvre la porte. La bataille avec le golem d'argile. Enfin, je suis libéré du fardeau inutile du potentiel excessif.
L'importance intérieure et extérieure n'existe plus. Je n'ai plus besoin d'affirmer ma supériorité ou de cacher mon infériorité. Je ne crains ni le passé ni l'avenir. Je n'ai rien à protéger et rien à conquérir. Je suis enfin libéré de l'influence des pendules, et je peux prendre soin de moi-même. Si seulement c'était vrai, les pendules ont un grand pouvoir, et une partie de la raison de leur pouvoir est que les gens ne soupçonnent pas leur existence. Il ne serait pas juste de parler des pendules comme s'ils étaient un groupe secret d'extraterrestres tramant un complot contre la race humaine, car les pendules font partie intégrante de notre monde. Ils ont un impact réel sur les gens, en exerçant leur contrôle via l'énergie informationnelle. Leur influence se fait sentir sur 3 niveaux, mental, émotionnel et énergétique. Les pendules pompent l'énergie libre des gens via les cordes de l'importance. Ça a toujours été comme ça, sauf que récemment, l'impact purement informationnel a été considérablement accéléré. La civilisation humaine a évolué pendant des milliers d'années, mais ce n'est que ces 10 dernières années que la situation a radicalement changé en raison des développements dans le domaine de la technologie de l'information. Le volume de données accumulées stockées sur toutes sortes de serveurs augmente de manière exponentielle. La menace réside moins dans le volume de données stockées que dans les méthodes et les moyens de leur distribution. Nous sommes pris dans une toile de télécommunication qui devient plus dangereuse chaque jour qui passe. Cependant, nous ne ressentons pas le danger, car la croissance de l'industrie de l'information se déroule sous l'anesthésie joviale de nouvelles formes de divertissement et d'outils pratiques qui sont amusants à utiliser. Il est tout à fait évident que l'objectif du pendule n'est pas d'amuser ses adhérents, mais de les soumettre à son pouvoir. L'expansion et l'élaboration complexe du réseau d'information ont permis au pendule d'attirer un nombre phénoménal d'adeptes simultanément. Plus le pourcentage de la population qui regarde le même programme est élevé, plus le pendule peut récolter d'énergie, plus il devient fort, plus son influence est grande, et plus il est facile de convaincre les adeptes de suivre la règle. Fais comme moi. La règle du pendule fonctionne bien et réussit à éloigner les gens de leurs objectifs les plus profonds. Le processus approche maintenant de sa phase finale, où l'homme est finalement privé de sa liberté de choix. Un jour, les gens se retrouveront dans une situation où ils ne seront rien de plus qu'un élément d'une monstrueuse matrice d'énergie informationnelle. L'individu sera enfermé dans une boîte de conditionnement et transformé en détail de la grande machine. La grille de la matrice déterminera comment chaque élément doit fonctionner et ce qu'il doit souhaiter. Comme vous le savez, la science-fiction a tendance à devenir réalité en son temps. Ce processus est déjà en cours de manière constante et imperceptible. Il n'y a rien à faire à ce sujet. La soumission ne doit pas nécessairement être imposée par la force. Il suffit de façonner la vision du monde de l'individu de manière à ce qu'il n'ait aucune notion de sa liberté. C'est ce qui se passe maintenant. Il est relativement difficile de préserver un sentiment de liberté dans ces conditions. C'est pourquoi nous allons examiner de plus près certains aspects spécifiques des méthodes de protection contre les pendules. Comme vous le savez, l'importance est la seule chose à laquelle un pendule peut se raccrocher. Un pendule peut même se connecter en attribuant une grande importance au maintien de l'importance à zéro. Tout. Ce qui a été dit à propos des pendules est assez sérieux, mais voici le paradoxe. Si vous déclarez maintenant la guerre aux pendules de manière sérieuse, vous êtes condamné à échouer. Le principe le plus important dans la bataille contre le pendule est de refuser de les combattre. Vous devez comprendre que ce n'est pas un combat contre un objet tangible, mais une bataille avec un golem d'argile, un jeu. C'est donc à vous de décider quel genre de combat vous voulez que ce soit. Si vous percevez le processus comme un combat, vous perdrez quoi qu'il arrive, car vous ne pouvez pas battre un pendule en combat. Si vous défiez le golem, même en disant maintenant « Je sais que c'est juste un golem d'argile, je vais lui montrer », vous pouvez vous considérer comme vaincu. Si vous le percevez comme un jeu, vous perdrez au pire le round, mais pas la bataille. Le pendule n'est qu'un golem, tandis que vous êtes conscient de l'essence du jeu et refusez d'observer ses règles. Les pendules vont mentir en attendant leur victime à chaque fois qu'ils se sentiront en confiance. Soyez prêts au fait qu'ils essaieront de vous déstabiliser de toutes les manières possibles. C'est la nature du jeu. Vous mordez à l'hameçon, perdez votre sens de l'équilibre. Vous êtes très contrarié et nourrissez votre énergie au pendule. Vous commencez calme, heureux et équilibré,
Mais cela ne dure pas longtemps avant que le pendule ne vous provoque. Vous vous retrouvez dans une situation douteuse, ou recevez de mauvaises nouvelles selon le script. Vous devriez être stressé, avoir peur, ressentir le désespoir, être abattu et exprimer votre irritation ou votre insatisfaction. Tout. Ce que vous avez à faire lorsque cela se produit, c'est de vous réveiller et de vous rappeler ce qu'est le jeu, puis de réduire instantanément l'importance. Si vous le faites avec conscience, le pendule tombera dans le vide. Vous pouvez enfreindre les règles du jeu tant que vous ne rêvez pas éveillé. Dans le rêve non lucide, le rêveur est toujours victime des circonstances. Le rêve se produit simplement et vous ne pouvez rien y faire. Dans la vie éveillée, les gens ont depuis longtemps pris l'habitude de réagir de manière automatique à toute influence négative, et je n'ai pas besoin d'expliquer ce qui suit. Cependant, vous n'êtes pas une huître, et vous êtes plus que capable de répondre de manière inadéquate. Si vous agissez délibérément de manière étrange, les plans du pendule seront ruinés. Vous devez simplement reprendre vos esprits à temps et enfreindre les règles du jeu. Vous verrez par vous-même à quel point c'est agréable lorsque vous réalisez que le pendule essaie désespérément de vous provoquer et que vous ne mordez pas à l'hameçon. Le sentiment agréable ne vient pas seulement de la fierté d'être fort, il y a une autre raison aussi. Lorsque vous donnez votre énergie à un pendule, vous devenez plus faible, mais lorsque le pendule essaie de vous provoquer et que vous résistez, vous devenez le récepteur de l'énergie que le pendule a canalisée dans la provocation, ce qui vous rend plus fort. Cette force supplémentaire est ressentie comme un sentiment agréable. Maintenant, vous pouvez imaginer à quel point le pendule se sent bien lorsqu'il se nourrit de votre énergie. Ne donnez pas au pendule l'opportunité de vous poursuivre encore et encore, mais ne vous affaiblissez pas. Laissez-le dépenser son énergie sur vous pendant le jeu où vous enfreignez les règles. Ne soyez pas tenté de vous mettre en colère ou frustré avec le jeu tout le temps. Lorsque vous jouez avec une conscience aiguisée, vous vous amusez à combattre un golem avec des sabres de sucre et il ne pourra pas vous toucher si vous enfreignez les règles, et parvenez à conserver une condition d'équilibre intérieur. Le golem se brisera en morceaux dès que vous commencerez à perdre votre sang-froid. Le sabre de sucre se transformera en une lame dangereuse, et le jeu peut se transformer en bataille, et se terminer par une transition induite. Ne luttez pas contre votre réaction à la provocation. Regardez-la sous un angle différent. Les émotions que vous ressentez sont l'effet, dont la cause est votre relation à ce qui se passe. Vous devez changer consciemment votre réponse aux facteurs négatifs. Il n'est pas difficile d'afficher une attitude inadéquate, car vous savez que ce n'est qu'un jeu. Laissez le bouffon sauter. C'est comme si vous combattiez un adversaire invisible dans une salle de miroir. Il semble que le pendule soit juste à côté de vous, mais en réalité, ce que vous voyez n'est pas le pendule, ni même le reflet du pendule. Le reflet dans le miroir est votre importance. Tant que quelque chose a une signification exagérément importante, vous avez un adversaire qui vous guette constamment dans les miroirs. Alors que l'importance est maintenue à zéro, il n'y a rien à craindre, rien à protéger et personne à attaquer. Puis les miroirs de l'importance se briseront en petits morceaux et vous verrez que le golem s'est effondré. Vous n'avez pas besoin de fermeté dans la bataille avec un pendule. Le vide est considérablement plus efficace. Les expressions « nerf d'acier impénétrable »,« volonté de fer »,« endurance inébranlable » et « maîtrise de soi », entre autres, impliquent la protection, l'attention et la préparation à riposter. Maintenir ce type de champ protecteur nécessite une énorme quantité d'énergie, comme vous le savez. Toute cette énergie alimente le pendule. Pourtant, si je suis vide, je n'ai pas besoin de maintenir le champ protecteur. L'énergie n'est pas gaspillée et le golem tombe dans le vide et s'effondre. Tout. Ce que vous avez à faire, c'est de vous rappeler constamment les règles du jeu et de rester conscient pour maintenir l'importance à zéro. Le besoin de maintenir l'importance à zéro ne doit pas se transformer en état de préparation permanent pour la défense et le combat. Vous ne devez pas attacher un sens excessif au jeu lui-même. Détendez-vous et permettez-vous de perdre de temps en temps. Il n'est pas nécessaire de lutter pour la victoire à tout prix tant que vous maintenez votre emprise sur le contrôle. Le pendule ne peut pas vous retourner. Il vous traînera comme un chien qui s'accroche à un bâton et ne veut pas le lâcher. Si le jeu n'est pas amusant, affichez le maximum d'indifférence possible en perdant et en vous en fichant totalement si le pendule gagne. Ne soyez pas obstiné.
Acceptez simplement que vous avez perdu la partie. Il n'y a rien de mal à perdre votre équilibre intérieur et à vous énerver. Ne vous en voulez pas. La prochaine partie sera pour vous. Et ne vous promettez pas que cette fois sera la dernière, ou ne posez pas d'ultimatum. Vous pensez que vous vous fixez un ultimatum pour vous-même. Mais en réalité, vous le faites pour le pendule, qui attend exactement cela. Les ultimatums ne sont rien d'autre qu'un puissant rempart de protection. En dressant un rempart protecteur, vous transformez le jeu en bataille dans laquelle vous subirez inévitablement la défaite. Soyez prêts à ce que les pendules vous provoquent doucement et subtilement. Beaucoup de gens cherchent un soutien dans la cigarette, l'alcool et les drogues quand ils sont submergés par leurs problèmes. La prochaine fois que vous abandonnerez une habitude néfaste et que vous vous direz que c'est ça, c'est la dernière fois, ce n'est pas vous qui parlez. Un pendule peut tellement capturer votre onde de pensée qu'il peut littéralement vous imposer des pensées à chaque fois que vous vous jurez une dernière fois, et puis c'est tout. Réveillez-vous et secouez la illusion. C'est le pendule qui parle. Être conscient de ce fait vous aidera à vous séparer indifféremment d'une mauvaise habitude, pas de manière décisive, mais indifféremment. Il n'y a rien que les pendules ne feront pas pour attirer l'adhésion. Ils ont complètement érodé tout ce qui est sacré, des principes éthiques à la religion. Le monde est une manifestation de l'esprit unique, une affirmation de la multiplicité et de l'unité. L'essence divine pénètre tous les êtres vivants et non vivants. Dieu vit en chacun de nous. Nous avons touché à cela précédemment lorsque nous avons comparé l'âme humaine à une goutte dans l'océan. Dès que Dieu a informé les êtres humains de son existence par sa manifestation sur terre, les pendules ont instantanément pris la religion sous leur contrôle. Vous pouvez le constater par vous-même si vous examinez les 10 commandements originaux. Le premier commandement, malgré ses diverses interprétations, est essentiellement le suivant. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Cette déclaration exige que l'homme croie en l'existence du Dieu unique qui règne sur toute la création. Mais les gens ont immédiatement transgressé les commandements et créé de nombreuses autres religions, c'est-à-dire des pendules. Ils se laissent plutôt assujettir aux pendules de la religion. Les pendules de la religion se cachent derrière le nom du Seigneur. Les ministres spirituels essaient véritablement de prêcher la parole et l'œuvre du Seigneur, mais étant eux-mêmes des adeptes, ils sont maintenus sous le pouvoir des pendules, et donc très peu dépendent de leurs actions. Les religions peuvent-elles vraiment plaire à Dieu par la guerre et le conflit? Le deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce E qui est en haut dans les cieux, de ce E qui est en bas sur la terre, et de ce E qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, fait également référence au pendule. Le pendule soumet l'adhésion à sa volonté et les force à agir dans son intérêt, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les bonnes intentions qui cachent son véritable dessein. Tous les commandements peuvent essentiellement se réduire à 2, dans les paroles de Jésus répondant à la question « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Le second lui ressemble « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toute la loi et les prophètes dépendent de ces 2 commandements. Aimez Dieu et vous-même ainsi que les autres sans adorer les pendules. Voilà ce que tous les commandements vous exhortent à faire. L'impact négatif des médias de masse sur la psyché humaine exige de l'individu une conscience très consciente. Ne laissez pas les informations négatives vous affecter partout où vous regardez. Quelqu'un essaie de vous séduire, de capter votre attention ou de vous imposer quelque chose. Tout groupe de personnes a son pendule. Lorsque les adeptes exécutent la volonté du pendule, ils sont souvent inconscients de ses véritables objectifs. Vous devez donc toujours vous poser la question « Qui a besoin de cela et pourquoi en ai-je besoin ?» En même temps, recherchez activement toutes les informations qui se rapportent à votre objectif. Oui, votre esprit répond impatiemment « Je le sais déjà, et alors ?» Malgré tout, ce que l'esprit sait déjà, il s'endort encore négligemment à chaque fois que le pendule commence un jeu. Ne laissez pas le pendule venir vous emmener par la main. En général, votre tâche se résume à briser consciemment les règles. Cela peut se faire de 2 façons, soit en abandonnant l'importance et en envoyant le pendule dans le vide de votre indifférence,
soit en arrêtant son influence en réagissant de manière inadéquate. Si vous avez du mal à réduire l'importance, vous pouvez toujours opter pour la deuxième méthode. Toute réaction inadéquate à la provocation est une violation flagrante des règles du jeu, mettant fin à la bataille. La liberté de choix repose sur un fait incroyablement simple. Il n'est pas nécessaire de se battre pour atteindre votre objectif. Tout, ce dont vous avez besoin, est la volonté d'avoir. Dès que vous vous permettez d'avoir, vous pouvez commencer le processus de placer calmement un pied devant l'autre dans la direction de votre objectif. Les pendules imposeront un scénario différent, vous obligeant à vous battre pour votre objectif, à déclarer la guerre au monde et à vous-même. Les pendules recommandent de commencer par vous-même. Ils vous font croire que vous n'êtes pas parfait et que vous n'atteindrez donc pas votre objectif tant que vous ne changerez pas. Une fois que vous avez changé, vous devez alors vous battre pour une place au soleil. Il n'y a qu'une seule motivation derrière ce scénario, qui est de drainer l'énergie de la victime. En se battant contre soi-même, on donne son énergie au pendule, et c'est la même chose quand on se bat contre le monde extérieur. Le mot « bataille » dans ce contexte présuppose une tension constante, un combat et une discipline permanents. Vous devez être toujours prêt pour la bataille, comme le sont les guerriers qui comprennent vaguement qu'il existe quelque part dans le monde la liberté. L'erreur du guerrier est de penser qu'il doit se battre pour sa liberté. Ils passent leur vie en guerre, remettant toujours leur combat principal à plus tard. Les guerriers ne croient pas qu'on peut simplement marcher et prendre sa liberté. Ils se disent à eux-mêmes et aux autres que c'est une tâche extrêmement difficile, nécessitant des années de travail acharné et de sueur. Le pèlerin du transurf ne s'implique pas dans le combat pour la liberté, parce qu'il sait que la liberté lui appartient déjà. Personne ne peut vous forcer à combattre. Et pourtant, si vous êtes rempli d'importance intérieure et extérieure, vous n'avez vraiment pas d'autre choix. La chose la plus proche de la bataille dans le transurf est l'intention d'agir impeccablement, mais au lieu de nécessiter une efficacité tactique et une discipline, elle nécessite une conscience consciente. Si vous trouvez difficile de simplement revendiquer et permettre l'idée de posséder, vous pouvez la remettre à plus tard pour y revenir. Mais pendant combien de temps peut durer cette procrastination? Repousser tout au long de votre vie rend le moment présent simplement une répétition générale pour un avenir meilleur. Les gens ne sont jamais satisfaits du moment présent et se consolent avec l'espoir que les choses s'amélioreront bientôt. Avec cette attitude, le meilleur futur ne viendra jamais. Il planera toujours juste devant vous pour que vous le pourchassiez, et ce sera tout comme essayer de rattraper le soleil couchant. L'idée que vous avez encore beaucoup de temps est une illusion. Vous pouvez passer toute votre vie à attendre un avenir meilleur. Il y a le dicton selon lequel il n'y a rien de plus permanent que le temporaire. En réalité, il n'y a pas de temps à perdre. N'attendez pas le futur, mais insérez-le dans le moment présent. Permettez-vous de l'avoir ici et maintenant. Cela ne signifie pas que votre objectif sera réalisé instantanément. Nous parlons de la volonté, c'est-à-dire de l'intention d'avoir, en contraste avec la bataille permanente avec soi-même. La volonté d'avoir est infiniment plus puissante que la volonté d'agir. Si vous avez passé toute votre vie à participer à la bataille pour une place au soleil, où cela vous a-t-il mené? Avez-vous dû vous traîner à votre travail ennuyeux ou à l'université comme si c'était un travail forcé, pendant que quelqu'un d'autre se relaxait dans une station de ski ou se réchauffait au soleil au bord de l'océan? Peut-être qu'ils ont gagné leur bataille et peuvent maintenant profiter de la vie. La majorité des gens qui participent à la bataille ne pourraient pas se permettre d'aller dans une station de ski, même s'ils économisaient toute leur vie pour cela. Et si vous pouvez vous permettre quelques jours de plaisir une fois par an, c'est toujours une réussite. Mais ce qui arrive souvent, c'est que vous arrivez, et le temps est mauvais, ou le téléphérique est en panne, ou vous devez faire face à d'autres problèmes auxquels vous n'aviez pas pensé. Même si tout se passe bien, l'idée restera dans votre esprit que vous devriez être économique, et vous vous souviendrez combien vous avez travaillé dur pour gagner l'argent, pour payer ces quelques jours de vacances qui se terminent si rapidement. Vous aurez passé un bon moment en principe, mais ensuite vous devrez revenir aux jours gris de la vie professionnelle et travailler de nouveau. Vous avez gagné la bataille et gagné des vacances, et pourtant, de temps en temps, une ombre sombre s'insinue dans vos pensées. Vous êtes convaincu que vous devez travailler longtemps et dur pour ne bénéficier que d'un court moment de plaisir.
Vous n'êtes pas prêt à vous donner totalement la permission d'avoir. Ceux qui se donnent la permission d'avoir ne participent pas à la bataille. Ils sont trop occupés. Par exemple, un couple chanceux prenait une pause dans une station de ski en Suisse la semaine dernière. Ils s'amusaient beaucoup. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais de différentes manières pour différentes personnes. Maintenant, le couple se dispute sur où aller ensuite. Il veut aller dans les Alpes australiennes, mais elle préférerait aller dans les Alpes françaises. Toute la scène peut vous rappeler une sorte de soap-opéra superficielle, mais pour le couple, c'est plus qu'une affaire sérieuse. La différence de perception est causée par différents niveaux de volonté d'avoir. Vous continuerez à trimer une autre année jusqu'à ce que vous ayez des vacances, tandis que le couple s'attend à avoir leurs prochaines vacances dans une semaine. L'esprit rationnel peut être contrarié et protester. Mais comment est-ce possible, après tout? Ils sont nés avec leurs millions, alors que je dois gagner mon argent. D'où viendrait l'argent? Combien de fois avons-nous déjà dit que vous n'avez pas à penser à l'argent lorsque vous mettez fin à la bataille et vous donnez la permission d'avoir? L'intention extérieure trouvera un moyen de vous donner ce dont vous avez besoin. Je ne peux pas vous le prouver ici et maintenant, mais vous pouvez tester le principe par vous-même. Ne l'essayez pas. Faites-le, et pas demain, mais aujourd'hui. Permettez-vous d'avoir à partir de ce moment-ci, sans condition et sans réserve, et non pas de temps en temps, mais tout le temps. Si vous n'attendez pas des résultats instantanés, et continuez à vous permettre d'avoir un beau jour, quelque chose se produira que d'autres voudront appeler un miracle. Ceux qui naissent avec des millions sont déjà imprégnés de la volonté d'avoir. Ils n'ont même pas à y penser, tandis que vous devrez travailler avec des glissières. L'esprit s'inquiétera de la réalité de l'objectif et des moyens pour y parvenir, mais c'est le chemin de la bataille qui ne mène nulle part. Si vous empruntez cette voie, vous ne gagnerez jamais assez d'argent. Gagnez la volonté d'avoir, pas l'argent. Si vous vous concentrez sur l'objectif comme si vous l'aviez déjà atteint, vos portes s'ouvriront et les moyens se prendront en charge d'eux-mêmes. La liberté de tout cela suffit à vous faire tourner la tête. Vous pouvez choisir de ne pas accepter cette liberté, c'est votre choix. Rien ne serait plus facile que de dire que tout cela n'est que des bêtises et de continuer à travailler dur le reste de votre vie. Chacun fait son choix et reçoit ce qu'il est prêt à avoir. Votre choix est une loi immuable et avec lui, vous façonnez votre propre réalité. Le choix dans l'espace alternatif se déroule grossièrement de la manière suivante. Les gens entrent dans un supermarché où on leur demande « Que désirez-vous » Un client répond « Je voudrais devenir une star du show business ». Le vendeur répond « Pas de problème, voici une excellente version spécialement pour vous. La renommée mondiale, la richesse, la lumière. Allez-vous la prendre ?» Surprise, le client dit « Eh bien, comment puis-je dire ça? Ce n'est pas si simple. Seule une poignée y parvient vraiment, et les élus ont des talents uniques, tandis que je suis juste un monsieur tout le monde. » Le vendeur hausse les épaules. « Qu'est-ce que le talent a à voir là-dedans? Voici votre article, prenez-le. » Le client répond alors « Il est vraiment difficile de percer dans le show business. C'est un peu la jungle, un monde rempli de requins. » Le vendeur réplique « D'accord. Alors voici un énorme requin pour vous aider à réussir. Prenez-le. Vous ne le regretterez pas. » Le client demande « Les stars du show business ont des maisons si luxueuses, des voitures de luxe, elles sont dans la haute société. Tout cela pourrait vraiment être à moi. Je peux à peine le croire. » À ce moment-là, le vendeur dit « Eh bien, c'est dommage. Bien sûr, je ne pense pas que nous puissions vous aider. » et remet l'article sur l'étagère. De la même manière, une personne pourrait demander prudemment à une autre « Sais-tu comment voler dans un avion de ligne commerciale ?»« Bien sûr, répond l'autre. Je m'assois simplement dans le siège, attache ma ceinture et l'avion décolle. » Dès que vous admettez l'idée que la réalisation de l'objectif est simplement une question de choix, vous commencerez à ressentir à quel point les préoccupations du client sont absurdes dans l'espace alternatif du magasin. Il suffit d'être prêt à avoir, c'est tout. Vous pourriez tomber dans le piège de vous battre avec vous-même pour avoir la volonté d'avoir. Quoi que vous fassiez, ne vous forcez pas à vous permettre d'avoir. Ne vous forcez pas à imaginer la diapositive cible. Vous ne devriez pas avoir à vous pousser. Ne vous mettez pas sous pression ou ne vous tendez pas pour cela, car cela en fait à nouveau une bataille. Contentez-vous de prendre plaisir à avoir des pensées excitantes, abandonnez l'importance et mettez fin à la bataille. Rien n'est accompli en se battant.
La raison pour laquelle vous continuez à vous battre, c'est que tout autour de vous a été élevé en importance. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir en même temps que de vous battre ardemment pour votre place au soleil. Vous pouvez être résolu et plein de confiance que vous aurez ce qui vous revient et vous convaincre avec enthousiasme. Tout cela dépend de votre choix personnel, mais agir de manière forcée entraîne la création d'un excès de potentiel. Ce qui est requis ressemble davantage à une résolution insouciante et légère. Détendez-vous, lâchez prise sur votre contrôle et soyez simplement conscient du fait que vous prenez ce qui vous revient. Vous n'avez pas besoin de susciter de l'élan et de l'enthousiasme pour acheter un journal. S'ils n'ont pas le journal que vous voulez, marchez simplement jusqu'à l'autre kiosque. En essayant de relâcher votre emprise mortelle, elle ne fait que devenir encore plus serrée. Toutes sortes de diligences ou d'efforts n'aggravent que l'importance excessive. L'importance est la cause sous-jacente de l'effort et de l'emprise compulsive. Vous ne pouvez pas relâcher l'emprise si vous vous battez contre elle. Abandonnez l'importance, et l'emprise se relâchera d'elle-même. Réduire l'importance déplace la flèche qui indique la direction de l'intention de la zone de l'intention intérieure à la zone de l'intention extérieure. Toute pression appliquée est le résultat de l'importance. Lorsque vous essayez de mettre de la pression sur une situation, vos actions sont dirigées par l'intention intérieure. La volonté est essentielle pour surmonter les obstacles, mais comme nous le savons maintenant, les obstacles naissent de l'importance. Les obstacles se désintègrent dès que vous réduisez l'importance et la volonté n'est plus nécessaire lorsque l'importance disparaît. Le besoin de pousser pour atteindre vos objectifs se transforme en volonté d'avoir, puis l'intention extérieure entre en jeu. Vous n'avez pas à gagner le droit de choisir, vous l'avez déjà. Si vous vous sentez rempli de détermination pour gagner votre droit de choisir, préparez-vous à être déçu. Si vous êtes rempli de détermination et de vigueur, vous tenez à nouveau une emprise mortelle. Les forces équilibrées refroidiront rapidement vos braises fumantes et les pendules, ayant senti votre importance, essaieront immédiatement de vous provoquer. Vous verrez par vous-même que c'est ainsi que cela fonctionne. Ne laissez pas les tentatives infructueuses d'acquérir une volonté impassible vous inquiéter ou vous contrarier. Les gens ont très souvent l'habitude de diriger leur énergie non pas vers leurs objectifs, mais vers la nourriture des pendules. À la fin, vous apprendrez à faire la différence entre la détermination et la volonté. La volonté d'avoir est l'intention dépassionnée et non émotionnelle de prendre ce qui vous appartient sans équivoque. N'est-ce pas étrange de dire « Je suis absolument rempli de détermination pour récupérer le courrier de la boîte aux lettres ». Vous devez exercer votre droit de choisir aussi calmement et sans insistance que vous récupéreriez votre courrier dans la boîte aux lettres. Dans la vie, les gens doivent toujours passer des tests, des examens, participer à des concours et à toutes sortes d'évaluations personnelles, mais la volonté d'avoir dépend uniquement de vous-même. Vous êtes votre propre examinateur. La note que vous vous donnez est généralement le reflet soit de la croyance que vous êtes incapable et indigne, soit que l'objectif est irréaliste. Les gens le font automatiquement par habitude. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous permettre d'avoir, peu importe ce qui se passe. C'est certainement inhabituel, mais pourquoi ne pas oser l'essayer et vous permettre d'avoir? Les pommes de Newton et de n'importe qui d'autre peuvent tomber au sol, mais laissez les vôtres tomber vers le ciel. Vous pourriez désespérément souhaiter acquérir la volonté d'avoir, mais abandonner néanmoins le désir. Assez de désirer. Vous obtiendrez ce dont vous avez besoin de toute façon. Il suffit de penser à prendre ce qui vous appartient déjà. Prenez-le calmement, sans exiger ou insister, avec l'idée « si je le veux, quel est le problème ?» Je vais le publier. La volonté d'avoir est créée par l'énergie libre de l'intention. Deux choses se mettent en travers de permettre à soi-même d'avoir la première, et le conflit entre le cœur et l'esprit. La seconde est le potentiel excessif d'importance intérieure et extérieure qui consomme de l'énergie libre. On se tromperait de penser que la volonté d'avoir est égale à une pensée banale qui sonne comme je veux, et je vais en réalité de telles pensées doivent être remplies de l'énergie de l'intention. Sinon, elles ne sont que le bavardage de l'esprit. Et rien de plus, les pensées doivent découler de l'unité du cœur et de l'esprit. Sinon, la programmation de l'énergie de l'intention ne sera pas pure si une grande partie de l'énergie libre est consommée par un potentiel excessif. L'intention n'aura aucun pouvoir
Les difficultés que nous rencontrons pour acquérir la volonté sont similaires aux réticences qu'une personne ressent lorsqu'elle se trouve pour la première fois sur les guidons d'un vélo sans stabilisateur. La personne sait que c'est possible, en principe, mais elle sait aussi qu'elle n'y parviendra pas du premier coup. Elle doute de ses capacités et pourtant est remplie du désir d'apprendre. La personne essaie de contrôler le processus d'apprentissage, mais ne sait pas quoi faire. 3 types de potentiels excessifs sont immédiatement créés, doute, désir et contrôle, et tous 3 drainent l'énergie de l'intention. L'esprit essaie de garder l'équilibre de cette façon, et d'une autre. Mais le vélo continue de tomber, parce qu'il n'y a pas assez d'unité du cœur et de l'esprit ou d'énergie libre. Puis vient un moment où l'esprit lâche un peu le contrôle, et l'unité du cœur et de l'esprit apparaît comme étant si essentielle pour maintenir l'équilibre. En conséquence, vous pouvez soudainement le faire bien que l'esprit n'ait aucune idée de comment. Mais c'est tout le point. L'esprit pense toujours aux moyens et à comment on devrait agir. Il prend le contrôle et essaie diverses options. Le cœur, en revanche, ne pense pas. Il est simplement disposé sans réserve. À avoir l'esprit est également disposé à avoir, mais seulement à condition que les choses soient claires et rationnelles. Le conflit entre le cœur et l'esprit survient, car l'esprit doute que l'objectif puisse être réalisé réaliste. Dès que la prise de contrôle diminue, les conditions limitantes de l'esprit disparaissent pour révéler l'unité entre le cœur et l'esprit. L'esprit est surpris par le fait que son contrôle n'est pas nécessaire et que tout fonctionne de son propre chef cependant. Ce fait suffit à l'esprit pour accepter même s'il ne comprend pas totalement. Ce qui s'est passé, le cavalier peut se stabiliser et donc l'esprit l'accepte. L'esprit renonce à imposer son contrôle, car il est maintenant convaincu que ce n'est pas nécessaire après un peu de pratique. Les autres potentiels excessifs disparaissent également, et l'énergie de l'intention est libérée à ce moment-là. Faire du vélo passe d'être un défi à un plaisir, afin d'acquérir la volonté d'avoir. Vous devez atteindre l'unité du cœur et de l'esprit, et libérer l'énergie de l'intention. L'unité du cœur et de l'esprit est atteinte lorsque vous êtes sur le chemin de votre objectif par la bonne porte. Il ne reste plus qu'à déterminer vos aspirations les plus profondes et à vous engager sur ce chemin. En abandonnant le fardeau inutile de l'intention intérieure et extérieure, vous libérez l'énergie de l'intention. La force motrice pour la transition dans l'espace alternatif, lorsque vous traînez l'importance intérieure et extérieure avec vous, vous gaspillez 99 de votre énergie à soutenir le potentiel excessif. Comment pouvez-vous trouver de l'énergie libre si elle est toute liée au potentiel pour abandonner l'importance? Vous devez agir consciemment. Vous devez être conscient de ce à quoi vous attribuez un sens excessif et des conséquences de le faire. Malheureusement, nos tentatives d'abandonner consciemment l'importance sur le plan intellectuel ne sont pas toujours couronnées de succès. La réponse est alors d'agir, car le pouvoir derrière le potentiel excessif se dissipe dans le processus de l'action que vous prenez. Peut-être de retourner mentalement la diapositive cible, visualiser le processus et placer calmement un pied devant l'autre dans la direction de votre objectif. Comment ne pas avoir peur? Obtenez un filet de sécurité. Le potentiel excessif le plus difficile à surmonter est la peur. Vous ne pouvez pas vous forcer à ne pas avoir peur quand quelque chose qui a une signification excessivement importante dans votre vie est menacé, quelque chose que vous ne pouvez pas abandonner, comme votre vie, votre carrière ou votre maison. La seule façon d'arrêter de nourrir ce potentiel est de trouver une couverture, un plan B ou une route alternative. Comment ne pas s'inquiéter ou ne pas être anxieux? Agissez. Le potentiel d'anxiété et de panique est dissipé par l'action. Se tourmenter inutilement continuera à vous tourmenter jusqu'à ce que vous agissiez de manière proactive. Le type d'activité auquel vous vous tournez ne doit pas nécessairement être lié à la cause de votre stress. Tant que vous faites quelque chose, votre anxiété sera réduite. Comment ne pas désirer? Acceptez la possibilité de la défaite et agissez. Il est tout aussi difficile d'éradiquer le potentiel du désir que celui de la peur, car abandonner totalement votre désir d'atteindre vos objectifs est presque impossible. Cependant, si vous acceptez la possibilité de la défaite à l'avance et trouvez des routes alternatives, le potentiel du désir deviendra au moins plus équilibré. Le désir peut toujours être transformé en action. Le désir précède toujours l'intention. Lorsque le désir se traduit par la détermination à agir, l'énergie canalisée dans le potentiel se disperse et l'énergie du désir se dirige alors vers la formation de votre intention. Comment ne pas attendre?
Agissez. Le potentiel de l'attente se dissipe par l'action. Par définition, dissoudre le désir et l'attente dans l'action. Comment lâcher prise sur l'estime de soi? Si vous avez compris ce livre jusqu'ici, cette question devrait sembler un peu déplacée par rapport à ce qui a été dit précédemment. Bien sûr, la Transurfing vous encourage à vous lever et à accepter votre valeur comme une axiomatique plutôt que de vous résigner à des sentiments de nullité personnelle. La difficulté avec cela, c'est que l'esprit ne ressent sa valeur que lorsque les autres vous traitent en conséquence. Prenez cela en considération. Le secret pour augmenter votre position est aussi simple qu'il est efficace. Tout. Ce qu'il faut, c'est que vous abandonniez la tendance à prendre des mesures visant à augmenter votre sentiment de valeur personnelle. Examinez votre comportement. Comment réagissez-vous lorsque vous ressentez le besoin de protéger votre estime de soi? Quelle que soit votre réaction instinctive, qu'il s'agisse d'exiger de l'attention et du respect, de sentir que vous devez prouver que vous avez raison, de vous offenser, d'être défensif et de justifier vos actions, de vous engager dans un conflit, de vous sentir supérieur et arrogant, d'insister pour être un leader, de rabaisser quelqu'un d'autre et de pointer ses défauts ou de montrer vos forces. Quoi que ce soit, les autres le remarqueront inconsciemment. Si vous ne vous précipitez pas automatiquement pour protéger votre estime de soi, cela suggère que vous avez une saine perception de votre propre valeur. Les gens commenceront à vous traiter différemment lorsque l'esprit percevra qu'il est traité avec plus de respect. Il commencera à reconnaître sa propre valeur. Lorsque vous commencez à réaliser votre propre valeur, les autres autour de vous le verront aussi sans exception. En lâchant prise, vous recevez précisément ce que vous avez abandonné. Comment ne pas s'irriter si facilement? Jouez le jeu des pendules, mais enfreignez les règles. C'est la seule façon de vous débarrasser de l'habitude de réagir négativement à des informations désagréables. Vous savez déjà comment faire. Vous devez simplement vous rappeler assez rapidement que ce n'est qu'un jeu, et ensuite briser joyeusement les règles, en réagissant de manière inadéquate. Lorsque vous entendez une bonne nouvelle, au lieu de réagir mollement, répondez joyeusement avec un enthousiasme manifeste, afin de rayonner d'énergie à la vibration de l'onde de la bonne fortune. Les pendules causeront des problèmes pour vous faire perdre votre sens de l'équilibre intérieur et générer de l'énergie négative. En réagissant de manière inadéquate, vous perturbez le rythme du pendule, le laissant sans rien. Comment surmonter le sentiment de culpabilité? Arrêtez d'essayer de vous justifier. Comme je l'ai déjà dit, vous êtes le seul à vous maintenir dans le tribunal pour être jugé. Vous êtes celui qui joue tous les rôles de procureur, d'avocat et de défendeur, et les manipulateurs exploitent cela. Quittez le palais de justice. Personne ne peut vous retenir. Ceux qui se rassemblent pour écouter resteront assis là un moment, puis iront de leur propre chemin une fois qu'ils réaliseront qu'il n'y a pas de défendeur. Avec le temps, votre affaire sera classée. C'est la seule façon de vous débarrasser de vos sentiments de culpabilité. Comment faire face au ressentiment et à l'indignation? Vous n'éprouverez pas ces sentiments de colère si vous vous débarrassez de la culpabilité et reconnaissez votre valeur. Mettez fin à la bataille et suivez le courant. Vous pourriez parfois constater que vous suivez tranquillement le courant lorsque quelqu'un vous attrape et commence à vous tirer contre le courant. Que devriez-vous faire? Les personnes qui ont une compétence sont généralement capables de trouver des solutions à leurs problèmes, tandis qu'il y a d'autres personnes qui ne savent que trouver des problèmes. Ils recherchent activement des problèmes et les présentent triomphalement comme s'il s'agissait d'une énorme réalisation. Ils semblent sincèrement croire que les autres sont obligés d'offrir une solution en réponse. Si vous commencez à essayer de trouver la solution pour eux, vous serez bientôt entouré d'une foule de loqueteux inactifs. Certains critiqueront et d'autres trouveront de nouveaux problèmes, donneront des conseils ou prendront les commandes et feront des demandes. Peu importe à quel point vous essayez de suivre le courant, il y aura toujours d'autres personnes pour rendre les choses plus difficiles. Naturellement, cela suscite du ressentiment et de l'indignation. Que devriez-vous faire si vous n'êtes pas capable de faire face à ce ressentiment et cette indignation? Permettez-vous simplement de ne pas pouvoir y faire face. Donner un sens excessif au besoin de maintenir l'importance à un minimum ne fera qu'aggraver les choses. Et pour qui travaillez-vous? Pour un patron? Si c'est le CA, vous ressentirez inévitablement régulièrement des sentiments de ressentiment et d'indignation. Avancez sur le chemin qui mène à votre objectif, et puis,
Avec le temps, lorsque vous travaillez, vous ne travaillerez que pour vous-même. Jusqu'à ce jour arrive, permettez-vous parfois de vous emporter et de créer du potentiel excessif. Ne vous mettez pas la pression pour gagner tout le temps. Au lieu de lutter contre les différents types de potentiel excessif que vous créez, vous devriez agir avec une intention purifiée. Et l'intention se purifie dans le processus de faire, à travers le mouvement. Comme vous pouvez le voir, atteindre la volonté d'avoir nécessite plus que de simples exercices spéculatifs, cela nécessite une action concrète. Commencez à placer un pied devant l'autre dans la direction de votre objectif de la manière que vous pouvez. Vos actions deviendront plus efficaces dans le processus de faire. La volonté d'avoir passe par 3 étapes. La première étape est l'inhibition causée par une situation inhabituelle. Sûrement tout cela ne peut pas être pour moi. Lorsque vous visualisez mentalement la cible, vous ne pourrez pas tout à fait comprendre le fait que tout cela pourrait être possible. La deuxième étape est le plaisir, une sensation proche de l'apesanteur. Il viendra un moment où vous accepterez l'objectif dans votre zone de confort et sentirez le sentiment de restriction disparaître. La réalisation que l'objectif est en fait assez réaliste évoque un sentiment d'euphorie. La sensation d'apesanteur est également bien réelle, causée par la libération de l'énergie de l'intention du potentiel excessif. C'est ce que vous ressentirez avec le temps. La volonté d'avoir passe à sa 3e étape d'ordinaire. Parce que vous tournez constamment la diapositive cible dans votre esprit, vous vous imaginez dans son contenu, et peu à peu tout dans la diapositive commence à devenir ordinaire. La diapositive est basée sur le rôle du film de l'importance. Tant que vous désirez, doutez et vous interrogez sur les moyens, la volonté d'avoir repose sur une base fragile. Dès que l'importance se dissout, la volonté d'avoir gagne en puissance. En même temps, il est important de ne pas abandonner la volonté d'agir. L'intention de placer un pied devant l'autre dans la direction de votre objectif. Si vous avez traversé les 3 étapes de la volonté de l'avoir, vous étiez sans aucun doute sur la bonne voie. Et enfin, comment ne pas céder sous le poids de vos problèmes? Il y a toujours quelque chose qui nous abattra à un certain degré. Il est extrêmement difficile de simplement abandonner toute importance, mais il existe une méthode très intéressante et puissante dans le transurfing qui peut aider à coordonner l'intention. Les gens ont généralement l'impression d'être soumis aux circonstances, impuissants à changer les choses. Parfois, ils ont de la chance et surfent sur la vague de la fortune pendant un court instant. Parfois, il semble même que le succès soit à portée de main. Tout ce que vous avez à faire est d'agir avec décision et de vous battre vigoureusement. Et pourtant, malgré tous vos efforts, la défaite suit la victoire. C'est comme si les gens marchaient le long d'une route bordée de collines escarpées et de fossés profonds. Ceux qui sont confiants et déterminés quittent la route même, et pour une raison quelconque, commencent à grimper les flancs des collines vers un prix séduisamment brillant laissé là par les pendules. Parfois, une personne fait un effort incroyable et parvient à remporter le prix, mais le plus souvent, la tentative échoue. Ayant atteint le sommet de la colline, la personne est alors tirée par les pieds par le vent des forces équilibrées et se retrouve à dévaler la pente tête la première vers le bas de la colline, se sentant une fois de plus impuissante à changer quoi que ce soit. Ensuite, il y a les négativistes qui croient qu'ils sont totalement impuissants à changer quoi que ce soit et préfèrent donc se complaire faiblement dans les trous de leurs pires attentes. Naturellement, leurs pires attentes se réalisent instantanément. Les négativistes ne souffrent pas seulement de leur propre importance et de leur infantilisme, ils remettent également leur destin entre les mains des autres comme la volonté de Dieu. Ils ne vont ni avec le flux des alternatives ni à l'encontre, ils se complaisent simplement dans leur propre mécontentement, empoisonnant l'atmosphère autour d'eux. La seule chose qu'ils font bien est de réaliser leurs pires attentes, et ils se réjouissent du fait qu'ils ont au moins raison sur quelque chose. Ils ont perfectionné l'art de confirmer leur propre attitude négative. Les gens comme ça prennent un plaisir de type sado-masochiste à la négativité. Ils peuvent faire d'une taupinière la plus petite une montagne. Leur devise est que la vie est odieuse et empire de jour en jour, et après avoir fait ce choix, ils trouvent confirmation en tout. Ils sont des souffres-douleurs naturels qui sont constamment blâmés et punis. Tel est le sort amer du martyr. Ils nagent littéralement dans un océan de négativité. Pourquoi? Parce que la négativité est la seule chose qu'ils ont et sur laquelle le monde peut être d'accord avec eux et faire des compromis.
Ils trouvent de la force dans l'assurance que leurs pires attentes seront confirmées. Parfois, un négativiste se retrouvera accidentellement sur une vague de fortune pendant un certain temps. Il pourrait même se sentir heureux et content. Mais cela ne dure pas longtemps parce qu'ils ne peuvent pas résister à chercher intensément le sort malheureux auquel ils sont si habitués. Après tout ce qui est bon prend fin. Et la chance, eh bien, ce n'est tout simplement pas normal. Ce n'est pas naturel. Le négativiste cherche à saisir un conte de malheur pour pouvoir retourner dans leur fosse familière où tout est terrible, mais prévisible. Ils recherchent quelque chose à quoi ils peuvent attacher leur mécontentement, écoutant les catastrophes dans les nouvelles, se plaignant, blâmant et généralement faisant des demandes. Si faire des demandes ne fonctionne pas, ils se glissent dans le rôle de victime que tout le monde doit calmer et apaiser. Il est extrêmement difficile de sevrer un négativiste de l'habitude de trouver du réconfort dans l'autotorture. C'est un cas extrême. La tragédie réside dans le fait que la négativité ne poisonne pas seulement une vie en transformant négativement la couche de leur propre monde. Le négativiste entraîne ceux qui leur sont les plus proches, dont les couches se croisent, dans leur propre enfer pitoyable. Le paradoxe réside dans le fait que bien que le négativiste semble impuissant, en réalité, ils ont un pouvoir qu'ils exploitent à plein régime. Le pouvoir du négativiste réside dans la ferme conviction que la vie est terrible et empire de jour en jour. Cette ferme conviction n'est rien d'autre que la volonté d'avoir. C'est pourquoi les choix du négativiste sont transformés avec succès en réalité physique. Le négativiste fait le choix et le monde les rencontre à mi-chemin. En réalité, nous ne sommes pas impuissants et nous avons le pouvoir de changer nos vies. Le fait que les pires attentes du négativiste se réalisent prouve que tout le monde est capable d'influencer le cours des événements, capable de déterminer le script non seulement dans les rêves, mais aussi dans la réalité. Peut-être est-ce juste une question de substitution de l'attitude négative par une attitude positive. La vie est merveilleuse et s'améliore de jour en jour. Et pourtant, si vous adoptez cette devise, vous vous lancez dans un voyage à travers les nuages. Si vous doutez ne serait-ce qu'un instant ou regardez en bas par peur, vous vous arrêterez instantanément et tomberez de grande hauteur vers le bas. Une perspective négative persiste fermement parce que dès la naissance, une personne est habituée à penser que le monde est contre elle. Une énorme vague d'agression balaye les petits êtres peu de temps après leur naissance. Là ils étaient, allongés dans le ventre maternel tout douillet, chaud et paisible, quand soudainement le pauvre enfant est brusquement expulsé de sa maison confortable, entendant les cris de sa mère et peut-être conscient du fait qu'il est la cause de sa souffrance. Avec cela, les bases d'un complexe de culpabilité sont posées. La lumière éblouissante dans les yeux de l'enfant le fait plisser les yeux pour les protéger. La chaleur humide est remplacée par le froid sec et dur. L'enfant veut juste se rouler en boule et se cacher de l'horreur de ce qui se passe. Mais avec cela, on lui coupe brutalement le cordon ombilical, rompant le seul lien avec sa source de vie. L'enfant ressent déjà un choc fatal. Il suffoque et ne sait pas encore qu'il doit respirer. Puis il subit le traumatisme d'être giflé dans le dos. L'air pénètre dans ses poumons avec la netteté d'un rasoir. C'est douloureux de respirer, mais l'enfant n'a pas d'autre choix. Les conditions sont dures. Soit il se bat pour sa vie, soit il meurt. L'esprit innocent et pur est contraint de prendre sa première leçon. La lutte pour la survie est une partie intégrante de la vie. L'enfant a peur et souffre, et en plus de tout cela, il est alors arraché à sa mère et enfermé dans une boîte stérile, épuisé. L'enfant tente de se cacher de la vie dans la sécurité de ses rêves, comme notre première rencontre avec le monde extérieur, rempli de peur, de solitude, de désespoir, de ressentiment, de colère et d'impuissance totale. Ce sont les leçons initiales qui sont durement et indélébilement imprimées, marquées sur la feuille propre de l'esprit. L'intrusion si essentielle pour les pendules a été réussie. Ce n'est pas une coïncidence que ces méthodes choquantes d'accouchement soient encore aujourd'hui répandues et considérées comme une pratique civilisée. Rarement quelqu'un se rend compte qu'une naissance de cette nature est un choc terrible pour l'enfant, qui laisse une blessure profonde dans le subconscient pour toute la vie. Aucune créature dans le règne animal ne vit quelque chose de semblable à la naissance. Seulement dans des cliniques occasionnelles et très coûteuses peut-on être assuré d'une naissance plus personnelle.
Les premières leçons brutales du monde des pendules sont bien assimilées et consolidées encore davantage au fil de la vie. Il vient un moment où l'enfant lâche la main de sa mère et court joyeusement avec un courage innocent pour rencontrer la vie. Mais le monde des pendules montre à l'enfant que la vie n'est pas si sûre après tout. Soudain, le voilà qui tombe. La mère est inquiète que son enfant ait été renversé par une voiture. Je dis cela simplement pour vous montrer à quel point la prédisposition à la négativité est profondément enracinée dans notre conscience. Alors que les bonnes intentions du positivisme finissent souvent par vous emporter dans les nuages, à bâtir des châteaux en l'air ou à déployer toutes vos forces pour prendre d'assaut les forteresses sur le sol. Alors, que devez-vous faire pour vous assurer de maintenir la coordination et de marcher sur un terrain égal sans tomber dans des trous ou escalader des obstacles? Réduire l'importance et suivre le courant. Exactement. Ce n'est pas si facile, cependant, car il n'est pas possible de se libérer complètement de l'importance, et l'esprit anxieux qui rêve éveillé et veut tout contrôler vous empêche de suivre le courant. Néanmoins, il existe une solution simple et pourtant ingénieuse. Vous pouvez exploiter l'inclination de l'esprit à tout contrôler et lui offrir un nouveau jeu. L'idée du jeu est que chaque fois que quelque chose de mauvais se produit, l'esprit doit se réveiller consciemment, évaluer le niveau d'importance attribué, puis changer sa relation avec le problème. Votre esprit va sûrement aimer ça. Nous avons déjà examiné les principes du jeu. Ils sont les mêmes que la bataille humoristique avec le golem. Mais ce n'est pas tout. Nous arrivons au principe principal de la coordination. Si vous vous laissez guider par ce principe, vous atteindrez le même niveau de succès dans la réalisation du positif que les négativistes dans la réalisation de leurs pires attentes. Ça marche comme ça. Si vous choisissez de percevoir les changements apparemment négatifs dans le script comme positifs, c'est ce qu'ils deviendront. Même si cela semble un peu invraisemblable, le principe fonctionne à chaque fois. Encore une fois, je vous assure que je ne vous demande pas de croire au principe que je décris. Essayez simplement, expérimentez-le en pratique. Il y a aussi une explication logique pour cela. Comme vous le savez, le monde est construit sur le principe du dualisme. Tout a une manifestation opposée, lumière et obscurité, noir et blanc, positif et négatif, plein et vide. Lorsque vous traversez un tronc d'arbre et que vous tombez d'un côté, vous levez automatiquement le bras du côté opposé de votre corps pour compenser le mouvement. De même, chaque événement sur une ligne de vie a deux branches de réalisation potentielles, une favorable et une défavorable. Chaque fois que vous êtes confronté à un événement ou à un autre, vous faites un choix sur la manière dont vous allez vous comporter vis-à-vis de cet événement. Si vous choisissez de percevoir l'événement comme quelque chose de positif, vous vous positionnez sur une branche favorable de la ligne de vie. Une prédisposition à la négativité, cependant, amène une personne à exprimer son mécontentement et à choisir une branche défavorable sur la ligne de vie. Dès le matin, les gens s'irritent pour un rien, et puis le suivant, jusqu'à ce que toute leur journée se transforme en un enchaînement constant de problèmes. Évidemment, même avec les petites choses, dès que vous perdez votre équilibre intérieur, le scénario négatif évolue en drame. Dès qu'une chose vous abat, l'autre suit. C'est pourquoi nous disons que les choses arrivent toujours par trois. Le fil des ennuis ne découle pas tant de l'irritation initiale que de votre attitude envers elle. La façon dont le schéma se forme dépend du choix que vous faites lorsque vous vous tenez à la fourche du chemin. Ce ne peut être qu'une légère irritation qui vous a déstabilisé, mais indépendamment de la magnitude de l'irritation, vous rayonnez déjà d'énergie à la fréquence de la branche défavorable dans votre ligne de vie. De plus, une attitude négative crée un potentiel de tension qui draine votre énergie d'intention. Vos actions deviennent inefficaces et vous tombez sur la prochaine irritation plus grande que vous puissiez imaginer. Où finirez-vous dans la vie si vous continuez à suivre la carte des branches négatives? Fondamentalement, c'est ce qui facilite le changement de génération. Maintenant, imaginez un scénario différent. Quelque chose vous irrite. Prenez un moment avant de réagir avec une attitude négative et de répondre de la manière primitive de l'huître. Dites-vous, arrêtez, ce n'est qu'un jeu avec un golem, ok Gollum, jouons. Peu importe ce qui se passe, restez positif et faites semblant d'être content. Il y a une raison pour laquelle nous avons l'expression « une bénédiction déguisée » et chaque nuage a son revers. Essayez de trouver du positif dans toute situation difficile ou agaçante.
Soyez content, même si vous ne parvenez pas à trouver quelque chose de positif à retenir. Adoptez l'habitude stupide de se réjouir des revers. C'est bien plus amusant que de s'irriter et de se plaindre pour chaque petit inconvénient. Vous verrez que dans la majorité des cas, votre inconvénient agira en votre faveur. Et même si ce n'est pas le cas, vous pouvez être certain que votre attitude positive vous a protégé de l'autre malheur et vous a conduit vers une branche favorable dans votre ligne de vie. En règle générale, les contrariétés sont une déviation de la norme. Elles ne vous déplaisent que parce qu'elles représentent une forte déviation de l'équilibre et nécessitent une énergie supplémentaire. C'est vous qui fournissez la source d'énergie lorsque vous créez les obstacles et ensuite vous dépensez encore plus d'énergie pour les surmonter. En revanche, la bonne fortune et le bonheur sont la norme. Nous sommes généralement mécontents uniquement lorsque nous sommes confrontés à une déviation dans le script. Chaque fois que l'esprit repère une déviation par rapport à un scénario qu'il a accepté, il perçoit automatiquement le changement sous un jour négatif et exprime l'attitude correspondante envers lui. L'esprit s'efforce alors de ramener la situation sous contrôle selon sa compréhension. Maintenant, expliquez les règles du jeu à votre esprit. Dites à votre esprit qu'il sera toujours sous contrôle, mais que la fonction du contrôle consiste désormais à percevoir tous les événements comme positifs. Activez votre gardien dès le début de la représentation, au début de la journée. Normalement, vous avez une idée approximative de comment les événements de la journée doivent se dérouler. Au moment où vous voyez le scénario changer, vous devez accepter le changement et y consentir. Vous percevez un événement comme négatif, uniquement parce qu'il ne s'inscrit pas dans votre scénario. Faites semblant que l'événement est juste ce dont vous aviez besoin. De cette façon, vous obtenez un élément de contrôle glissant et dynamique sur les changements du scénario. Ne vous précipitez pas pour exprimer votre insatisfaction ou essayer de combattre la situation juste parce que des changements sont introduits dans le scénario. En abandonnant votre contrôle sur le scénario, vous le récupérez, mais cette fois, le contrôle vise à aller avec le flux des alternatives plutôt que de lutter contre lui. Le secret de la coordination réside dans le lâcher-prise sur votre emprise de contrôle, tout en prenant en même temps la situation en main. Quand l'esprit maintient les choses sous son contrôle serré, la situation ne peut pas se développer en harmonie avec le flux des alternatives. Cependant, lorsque vous acceptez les changements dans le scénario comme allant de soi, vous renoncez à imposer votre propre sens de contrôle. Lorsque vous abandonnez le besoin de contrôle, vous êtes en fait capable de garder votre propre attitude et par conséquent, la situation sous contrôle. À la fin de la journée, tout le monde veut éviter les problèmes et que tout se passe bien dans sa vie. Le principe de coordination est encore plus efficace que d'essayer d'influencer les événements avec le pouvoir de l'intention extérieure. L'esprit est incapable d'anticiper parfaitement chaque mouvement à venir. Comme nous l'avons déjà dit, vous n'êtes pas seul dans le monde. Votre propre monde interagit avec d'innombrables autres mondes de personnes qui ajoutent constamment leurs propres éléments à l'image. Et pourtant, l'esprit n'a pas à élaborer à l'avance quels mouvements sont à venir. Tout ce qu'il a à faire, c'est de faire glisser votre cible et de suivre le principe de coordination. Alors l'intention extérieure vous amènera avec succès à votre objectif. La coordination se développe avec la pratique. Il ne suffit pas de comprendre le principe de coordination uniquement sur le plan intellectuel. Vous devez constamment développer et perfectionner cette capacité. Votre gardien doit également travailler constamment. Vous ne devez pas être inconscient du moment où vous êtes entraîné dans un jeu négatif. La coordination est le moyen le plus efficace de naviguer dans l'espace des alternatives. Vous percevez chaque événement comme positif, et vous avancez donc toujours vers une branche favorable de votre ligne de vie, et rencontrez plus fréquemment la vague de la fortune. Soyez très prudent de ne pas finir la tête dans les nuages. Vous n'êtes pas censé flotter dans l'air, mais plutôt agir de manière consciente et intentionnelle, qui vous permet de vous équilibrer en surfant sur la vague de la fortune. C'est l'essence du transurfing. Les pommes tombent vers le ciel, comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Selon votre foi, qu'il vous soit fait. Il y a tellement de vérité dans cette ligne. Vous ne recevez jamais que ce que vous êtes prêt à recevoir. Peu importe ce que c'est, l'intention extérieure exécutera impeccablement vos ordres. Vous avez ce que vous avez, parce que cela correspond au modèle de votre vision du monde et de votre place dans le monde.
Maintenant que vous êtes familiarisé avec tous les principes principaux du transurfing, vous pouvez gérer votre destinée selon votre libre arbitre. Votre destin sera façonné pour refléter vos choix et croyances personnelles. Vous savez comment choisir, il ne reste plus qu'à croire en tout cela. Comme je l'ai déjà dit, vous ne pouvez convaincre l'esprit de rien tant qu'il n'est pas confronté aux faits. L'esprit, cependant, est capable de faire semblant. Il est également capable de croyances fanatiques aveugles, mais généralement, une fausse croyance basée sur un excès potentiel intense, créée lorsque la signification est attribuée à la conviction. Lorsque l'esprit est absorbé par une fausse croyance, il devient tellement assourdi par son propre fanatisme qu'il est incapable de voir ou d'entendre quoi que ce soit d'autre. Lorsque l'esprit monte dans la boîte où il a fourré le cœur, la croyance est aveugle. La voile de la fausse croyance ne se remplira jamais du vent de l'intention extérieure. La fausse croyance est un piège que le pendule pose dans le labyrinthe de l'insécurité. Lorsque vous adhérez à une fausse croyance, vous pourriez penser avoir échappé au labyrinthe, mais c'est une illusion. Au fond de vous, vous serez tourmenté par le doute, mais vous ne l'admettrez pas car vous avez érigé un mur protecteur de foi qui le bloque. Comment distinguer la fausse croyance de la vraie croyance? La vraie croyance est plus qu'une croyance, c'est une connaissance. Une croyance est fausse si vous devez vous persuader ou vous convaincre de celle-ci, peu importe l'approche que vous adoptez, enthousiasme ou contrainte. La connaissance est formée par les faits, pas par la conviction. Lorsque l'esprit est confronté à un fait, il sait simplement, tandis que la fausse croyance est maintenue par le contrôle de l'esprit. L'esprit s'assure absolument qu'aucune trace de doute ne peut s'infiltrer dans sa chambre illusoire à l'intérieur du labyrinthe. Lorsque l'esprit veut espérer, il refuse d'écouter. Lorsque vous essayez de vous convaincre ou d'essayer de croire en quelque chose, vous courez le risque d'adopter de fausses croyances. Et pourtant, lorsque vous commencez à écouter le bruissement des étoiles du matin, les illusions sont révélées. Le contrôle de l'esprit est déplacer votre attention vers une plus grande vigilance au moindre signe d'inconfort intérieur. Si vous révélez une pointe d'inconfort, reculez plutôt que d'essayer de vous convaincre de l'idée que vous voulez adopter. Lorsque vous atteignez un état d'unité du cœur et de l'esprit, vous n'aurez pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Il n'y a pas non plus d'intérêt à essayer de vous convaincre avec des affirmations positives. Les doutes que vous ressentez ne disparaîtront pas en vous répétant « j'aurai ce que je veux ». Au contraire, cela crée simplement un terrain fertile pour que les doutes se renforcent. Le cœur ne sera pas persuadé, aussi fort que vous essayez, car le cœur ne comprend pas la logique ou le langage de l'esprit, et il ne communique pas en demi-teinte. Si vous demandez au cœur « atteindrai-je mon objectif ?», il répondra soit oui soit non, mais jamais peut-être ou probablement. Si le cœur ressent la moindre ombre de doute, la réponse sera non. Lorsque le cœur a des doutes, il n'y a absolument rien que vous puissiez dire pour le persuader autrement. Alors que devriez-vous faire? La réponse se trouve dans la déclaration ci-dessus. Le cœur ne travaille pas avec des demi-teintes. Le doute est ce que vous ressentez lorsque vous croyez à quelque chose dans une certaine mesure, mais pas totalement. Le cœur ne se transforme pas exactement en absolument pas. Il ne croit ni ne doute, il sait simplement ce qui va se passer, et si la réponse est oui ou non. Vous devez prendre la mesure radicale de supprimer le mot « croire » de votre modèle de vision du monde et de le remplacer par « non ». Si l'esprit sait que telle ou telle chose va se produire, le cœur sera d'accord sans poser de questions. Croyez-vous que vous tenez ce livre? Non, car la croyance n'entre pas en jeu, vous le savez simplement. Là où il y a la croyance, il y a toujours place au doute. Maintenant que vous avez éliminé la notion de croyance de votre esprit, permettez-vous de savoir que votre désir sera exaucé, car la loi le veut. L'objectif sera atteint s'il y a la volonté, et s'il y a la volonté d'agir en passant par la bonne porte. C'est votre choix, vous êtes aux commandes. Si la décision vous appartient vraiment, toute pensée du genre « et si cela n'arrive pas » devient irrélevante. Tout événement peut se développer de deux manières. Soit cela fonctionnera, soit cela ne fonctionnera pas. Il est inutile de vous convaincre que quelque chose fonctionnera, mais lorsque vous avez le savoir du cœur, vous pouvez déterminer le résultat. La connaissance est le fondement sur lequel la confiance est construite. Il ne reste qu'un petit pas à franchir, à savoir comment acquérir le savoir. Pour acquérir correctement le savoir, vous devez vous y habituer et l'accepter avec le temps.
Les gens s'habituent à toutes sortes de choses incroyables. Les téléphones, les télévisions et les avions, n'avons-nous pas vu de nombreux exemples de choses qui étaient considérées comme absolument incroyables? Appliquez la technique du glissement, conservez le savoir dans votre esprit et prenez-en soin jusqu'à ce que l'intention extérieure en fasse une réalité. Rappelez-vous, la tâche n'est pas de vous convaincre, mais de vous rappeler le savoir que vous atteindrez votre objectif. Chaque fois que vous pensez à votre objectif, vous vous surprendrez à retomber involontairement dans le doute et les pensées sur la manière dont l'objectif pourrait être atteint reviendront inévitablement. Les doutes surgiront naturellement, mais vous devez les chasser de votre esprit et les remettre à leur place immédiatement avec les pensées qui sonnent comme « Je sais que le succès dépend de mon choix, et j'ai fait mon choix, alors pourquoi hésiter ?» Si vous faites cela, les pensées s'estomperont progressivement. Là où il y a la connaissance sans croyance, le doute ne peut pas exister. Il n'est pas nécessaire de les éliminer ou de lutter contre leur présence, car c'est une garantie de défaite. Cependant, vous pouvez vous consoler en sachant que les doutes ne garantissent pas nécessairement l'échec, même si la route peut être un peu chaoteuse par moments. Je tiens à souligner que le plus important est de se rappeler que vous seul décidez si vous atteindrez votre objectif ou non. Rappelez-vous de ce fait, chaque fois que les doutes surgissent. Je voudrais également attirer à nouveau votre attention sur l'habitude d'oublier et de vivre dans une existence semi-consciente. Les nouvelles connaissances sont facilement oubliées, et les vieilles habitudes persistent. N'oubliez jamais que vous étiez maître de votre propre destinée. Je doute que Jésus ait été particulièrement étonné lorsqu'il marchait sur l'eau. Cela devait être aussi naturel pour lui que marcher sur le sol l'est pour nous. D'autres personnes pourraient également marcher sur l'eau si elles pouvaient se débarrasser du doute, de l'anxiété et de l'émotion qui y sont liées. Cela semble improbable. Pourtant, toute l'histoire de l'humanité est une chaîne continue de l'étonnant et de l'incroyable. Par exemple, on a dit un jour que les navires en fer ne flotteraient jamais sur l'eau, encore moins voler. Et pourtant, dès que les gens ont vu qu'ils pouvaient traverser l'eau dans des navires en fer et voler à travers le ciel dans de lourds avions, ils ont cessé de contempler le manque de probabilité que ces choses soient possibles. Traîner des doutes avec soi est un moyen sûr de réduire ses chances de succès. Il y a 2 cordes de vie dans l'espace alternatif. Sur l'une, le but est atteint, et sur l'autre, vous rencontrez l'échec. Lorsque vous vous complaisez dans le doute, vous émettez de l'énergie à la fréquence de la corde de vie de l'échec, et alors vous pouvez difficilement espérer le succès. Si vous rencontrez un échec, celui-ci sera causé par des circonstances qui ont apparu directement à cause de vos propres pensées. La question doit être posée différemment. Est-ce que cela arrivera ou non? Doit être remplacé par « Que choisis-je, le succès ou l'échec ?» Il peut être difficile de s'habituer à poser la question de cette manière. Toute votre vie, vous avez été convaincu que les pommes tombent par terre et ne peuvent guère tomber vers le ciel. Cependant, si vous arrivez régulièrement à vous prendre au moment où vous succombez au doute et à vous rappeler que le succès n'est qu'une question de choix, vous vous y habituerez bientôt. Imaginez-vous que, dès aujourd'hui, les pommes ont commencé à tomber vers le ciel. Cela semble très étrange au début, mais ensuite, vous vous habituez à l'idée et l'acceptez. Que pouvez-vous dire? C'est simplement ce que font les pommes. Est-ce que quelqu'un est surpris lorsque des ballons s'envolent et montent vers le ciel? Maintenant, réveillez-vous et regardez ce que je viens d'essayer de vous convaincre avec une conscience éveillée. Avez-vous eu l'impression que je pourrais vous entraîner dans un labyrinthe à la recherche de croyances? Si vous m'avez cru, vous êtes tombé dans le piège. Ne soyez pas offensés, cher lecteur. Je voulais seulement démontrer à quel point l'esprit tombe facilement dans l'errance autour du labyrinthe sans intérêt de la croyance. Notre promenade a commencé avec les mots « Vous devez franchir le pas décisif ». Puis nous avons essayé de substituer la croyance par la connaissance qui n'a pas encore été obtenue. Cependant, cela ne change pas l'essence de la nature de la foi. Les pendules font exactement la même chose lorsqu'ils essaient de gagner votre foi et votre confiance. Ne vous inquiétez pas, le transurfing n'est pas un piège pour l'esprit. Et tout, ce que j'ai partagé dans ce livre est plus qu'un produit d'exercice spéculatif. Même notre petite promenade cesse d'être un piège si vous y réfléchissez du point de vue de l'espoir d'obtenir la liberté plutôt que de vous appeler à croire.
Seuls les pendules ont besoin de la foi des autres dans le contexte du transurfing. Convaincre les gens pour qu'ils adoptent une certaine croyance n'a aucun but. Mon but n'est pas de vous convaincre, mon but est de briser les stéréotypes et les faux schémas de pensée de la vision du monde conventionnel, afin de vous aider à sortir de la boîte du conditionnement et à vous réveiller dans le rêve de l'éveil. Lorsque vous vous réveillez, vous réalisez que vous pouvez diriger votre propre rêve et agir sans avoir à vous fier à la croyance. Agissez et vous verrez ce qui se passe par la suite. Ne croyez pas, vérifiez et prouvez. Et lorsque vous verrez que le transurfing fonctionne vraiment, vous saurez simplement. Vous avez probablement entendu dire que vous pouvez tout accomplir si vous avez une foi inébranlable en votre propre force et victoire. C'est facile à dire, selon ta foi qu'il te soit fait. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander où trouver cette foi et cette force de conviction et comment les doutes peuvent être éradiqués. En réalité, vous ne pouvez pas éviter le doute, et il est futile d'essayer d'acquérir la foi si une ombre de doute s'est insinuée dans votre cœur. Aucun acte de persuasion ne l'expulsera jamais. Vous ne pouvez tromper que l'esprit. L'esprit fera semblant d'avoir oublié tous ses doutes précédents, mais ils continueront de vivre dans le cœur comme auparavant. Abandonnez les tentatives vaines d'acquérir une foi absolue. Il y a un autre moyen plus réaliste de traiter le doute. Ne pensez pas aux moyens, visualisez la cible dans votre esprit et avancez dans la direction de votre objectif, un pas après l'autre. Cet exercice n'est pas juste une autre forme de rêverie abstraite. Il consiste en un véritable travail d'ajustement de l'énergie que vous émettez. Après tout, vos pires attentes se réalisent, n'est-ce pas? Faites-en une tâche concrète de réajuster consciemment et délibérément votre énergie vers la réalisation de vos meilleures attentes. Si vous avez un objectif, mais que vous doutez que les choses fonctionneront pour vous ou non, vos doutes entraveront votre progression. Vous ne pourrez pas les éliminer totalement, mais ce n'est pas non plus nécessaire de le faire. L'esprit cherche la foi pour l'aider à confirmer que l'objectif est réaliste. Néanmoins, ne pensez pas aux moyens, écartez la foi. Vivez la diapositive qui illustre votre vie telle qu'elle serait, si l'objectif était déjà atteint. En pratiquant cet exercice, vous travaillez sur la qualité de votre énergie sans la nourrir de conviction. Prenez plaisir à la tâche, alors l'intention extérieure fera son travail, et les pommes tomberont vers le ciel. Lorsque l'esprit est confronté au fait que les pommes tombent vers le ciel, il abandonne son contrôle et permet au fait de prendre vie. Peu importe si le développement de la situation peut être clairement vu ou non, ce qui compte, c'est que l'objectif semble réaliste à l'esprit. Nous vivons dans un monde où les gens font du vélo. Si nous étions nés dans un monde où tout le monde pouvait voler, nous apprendrions aussi à voler. J'ai déjà expliqué que lorsqu'une personne accorde l'énergie qu'elle émet à sa corde de vie cible, elle active le fonctionnement de l'intention extérieure. Vous retournez la diapositive cible dans votre esprit et pratiquez la visualisation du processus. Pendant que vous êtes occupé avec ces exercices, le vent de l'intention extérieure pousse lentement mais sûrement le bateau de la réalisation matérielle de votre monde à travers l'espace alternatif. Des opportunités commencent à se présenter de manière inattendue. De plus, l'intention extérieure commence à diriger vos actions d'une manière qui vous rapproche de votre objectif. Notez que parfois, il peut sembler que les circonstances se déroulent de manière bizarre. Et pourtant, comment pourriez-vous savoir quel chemin mène spécifiquement à votre objectif? Vous attendriez-vous à enseigner à un grand chef comment préparer un plat dans son propre restaurant? Souvenez-vous toujours que l'esprit est incapable d'anticiper tous les mouvements à venir et donc ne peut pas savoir comment réaliser l'objectif. Après tout, il ne pourrait pas être atteint par des moyens ordinaires, n'est-ce pas? Et nous voilà de nouveau en train d'essayer de nous glisser dans un lit de stéréotypes et de faux schémas de pensée. Laissez la question des moyens et des façons à l'intention extérieure. Faites confiance au flux des alternatives. Vous agirez d'une manière qui vous mènera à votre objectif, quelle que soit votre propre volonté. C'est ainsi que fonctionne l'intention extérieure. Si en ce moment vous marchez vers un travail que vous détestez sous la pluie et dans la boue, mais avec un sentiment de célébration de la vie dans votre cœur, toutes les difficultés que vous rencontrez disparaîtront bientôt. Tout simplement, la qualité de votre énergie ne correspondra plus à la fréquence de la scène. Je n'essaie pas de vous convaincre avec ces mots, car il n'y a pas de sortie du labyrinthe de la foi. J'essaie juste d'inspirer l'espoir. Il doit y avoir de l'espoir que les murs du labyrinthe s'effondreront
lorsque l'intention extérieure vous montrera que les pommes tombent vers le ciel. Il est impossible de pratiquer le transurfing sans cet espoir, et vous n'auriez pas commencé si vous n'aviez pas d'espoir. Lorsqu'il y a de l'espoir, l'esprit sent un sol ferme sous ses pieds et le cœur devient vibrant. Lorsque les gens rencontrent des malheurs, des déceptions ou se heurtent à un problème difficile, ils donnent leur énergie au pendule et se sentent anxieux, épuisés et déprimés par la suite. Les gens ont tendance à se préparer mentalement à affronter une situation ou à abandonner complètement. Aucune de ces positions n'est très positive et toutes deux mènent au stress et à la dépression. Il n'y a pas de calme dans ces états. Le noyau intérieur de confiance est miné et les gens se tournent vers la cigarette, l'alcool et les drogues comme échappatoire, pour se retrouver ensuite en servitude à de nouveaux pendules. Vous pouvez toujours trouver de la force en vous-même si vous vous réveillez et prenez conscience de la façon dont la situation a été créée en premier lieu. Le problème a été créé par les pendules, et il n'y a rien de mal à cela. Le danger réside non pas dans le problème lui-même, mais dans votre relation avec celui-ci. Si vous acceptez l'importance du problème, vous donnez votre énergie au pendule. Il est important d'être conscient du fait que dans toute situation difficile, le pendule exige que vous vous tendiez et combattiez, ou que vous perdiez courage et succombiez au désespoir. Vous ne devez faire ni l'un ni l'autre. Mais que pouvez-vous faire quand il n'y a pas de soutien et que la force intérieure de confiance a été perdue? Le soutien se trouve dans la prise de conscience que vous savez que le pendule essaie de vous soumettre à sa volonté et de se nourrir de votre énergie. Vous pourriez vous demander comment une telle connaissance simple peut aider à renforcer et à donner du cœur, mais elle le peut. L'espoir est aussi une sorte de connaissance selon laquelle tout n'est pas perdu et qu'il y a une solution. Comprendre comment fonctionne une situation problématique a le même poids que l'espoir, car cela vous place au-dessus d'être le pantin et le petit bateau de papier. Vous comprenez maintenant ce qui se passe réellement, et vous pouvez sourire consciemment et dire « Non, pendule, tu n'auras pas ma force vitale. Je sais ce que tu cherches et comment tu essaies de m'attraper. Ça ne marchera pas. Tu ne me feras pas croire en l'importance du problème. J'ai le droit de choisir, et je choisis d'être libre de toi. Tout le monde commet des erreurs dans la vie qu'il regrette par la suite. Vous pourriez penser que vous êtes trop loin de votre objectif initial pour le rendre réel, mais rien n'est jamais perdu. Le transurfing peut aider à remettre les choses sur la bonne voie, même si votre objectif précédent est objectivement proche de vous maintenant. Vous pouvez aussi trouver un nouveau but. Tout le monde a plus d'un objectif, et donc à tout âge, il y a une chance de fixer un nouveau but, et cette chance doit être saisie. Les erreurs du passé servent de capital. Si vous adoptez cette position, vous connaîtrez un succès éclatant. Tous ceux qui ont réussi ont traversé une forêt entière de revers et d'échecs. Il y a un fond de vérité dans le dicton selon lequel un homme averti en vaut deux qui ne l'est pas, et l'échec engendre le succès. Toutes les figures éminentes au sommet du succès ont dû surmonter de nombreuses difficultés dans la vie. C'est juste que ce côté de leur vie n'est pas particulièrement annoncé. Donc, si vous avez commis une grosse erreur et rencontré l'échec, soyez heureux, car vous êtes sur le chemin sûr du succès. Si vous vous tourmentez, geignez et vous plaignez de la vie, l'échec se répétera encore et encore. Toute l'expérience de vie que vous considérez comme sans valeur vous sera certainement bénéfique dans votre corde de vie cible. L'apathie se dissipe lorsque l'espoir frais émerge. Tant les animaux que les êtres humains qui marchent dans le désert jusqu'à l'épuisement oublient leur fatigue. Lorsqu'ils repèrent l'oasis à l'horizon, imaginez la mouche qui se bat contre la vitre à côté de la fenêtre ouverte toute sa vie. La mouche a toujours eu martelé dans sa tête que lorsqu'elle voit un objectif, elle devrait voler directement vers lui. Et pourtant, la mouche voit son objectif et bat contre la vitre en vain. Il en va de même pour les gens lorsqu'ils ne comprennent pas comment atteindre leur objectif, privés de choix et forcés d'accepter ceux qu'ils ont maintenant. Maintenant que vous savez que la fenêtre ouverte existe et qu'elle est juste à côté, même si vous ne pouvez pas la voir, vous aurez de l'espoir. Et là où il y a de l'espoir, l'énergie de l'intention est libérée. Nous avons besoin d'espoir pour commencer à agir. Commencez à agir et vous verrez que les pommes tombent vers le ciel. Lorsque l'espoir a fait son travail, vous deviendrez conscient de la liberté de choix. Alors vous vous direz « Je ne veux pas et je n'espère pas, j'intentionne ». En résumé,
La confiance en soi est la même qu'une attitude timide retournée à l'intérieur. Lorsque vous abandonnez l'importance, les murs du labyrinthe de l'insécurité s'effondrent. Là où il y a la liberté sans lutte, la confiance n'est plus nécessaire. Lorsque je n'ai pas d'importance, je n'ai rien à défendre et rien à conquérir. Ne combattez pas votre réponse à la provocation, changez votre relation avec elle. Soyez indifférent à perdre et évitez de vous imposer des ultimatums. Traitez toutes les informations avec une conscience éveillée. Vous avez la liberté de choix. Tout. Ce dont vous avez besoin, c'est la volonté d'avoir, la volonté de ne pas avoir. Concentrez-vous sur l'objectif comme si vous l'aviez déjà atteint. Le fait de choisir est une loi immuable. Vous façonnez votre propre réalité. Comment ne pas avoir peur? Trouvez un filet de sécurité, un plan B ou une route alternative. Comment ne pas s'inquiéter ou s'anxier? Agissez. Comment ne pas désirer? Acceptez la possibilité de la défaite et agissez. Comment ne pas attendre? Agissez. Comment augmenter votre valeur? Mettez fin à la bataille pour l'estime de soi. Comment ne pas s'irriter? Jouez avec le pendule et brisez ces règles du jeu. Comment se débarrasser des sentiments de culpabilité? Arrêtez de vous justifier. Comment faire face au ressentiment? Mettez fin à la bataille et laissez-vous aller avec le courant. Si vous ne pouvez pas faire face à votre ressentiment, autorisez-vous à ne pas pouvoir le gérer. Les cordes de vie se divisent en branches positives et négatives. Vous faites votre choix en exprimant votre relation à l'événement qui se trouve à la fourche de la ligne. Vous vous engagez sur la branche positive d'une corde de vie lorsque vous avez l'intention de percevoir les changements apparents négatifs du script comme positifs. Adoptez l'habitude stupide de prendre plaisir au revers. Passez du contrôle en combattant le flux des alternatives à aller avec lui. Ne pensez pas aux moyens d'atteindre votre objectif. Tournez la diapositive cible dans votre esprit et avancez dans la direction de votre objectif. Vivez votre diapositive où l'objectif a déjà été atteint. Alors l'intention extérieure aura son chemin et les pommes tomberont vers le ciel.